Salut les Wargamers, c'est Heavy de French Film, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Miladin pour la découverte d'un nouveau livre pour Warhammer Age of Sigmar avec les suzerains Lumineth. Game Workshop commence très fort l'année sur Warhammer Age of Sigmar avec la sortie simultanée de 2 livres d'armée. D'un côté les Lumineth, de l'autre Tzeentch. Au moment où sort cette vidéo, vous avez déjà la review de la partie Tzeentch directement sur Tipeee pour les personnes qui veulent la vidéo en avance et pour soutenir FWS. Miladin, les Lumineth sont donc l'équivalent des hauts elfes de Warhammer Age of Sigmar, les elfes de la lumière pilotés par un dieu Teclis. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter le gameplay qu'ils avaient et où est-ce qu'ils vont aller avec cette nouvelle version de l'armée? Avec grand plaisir. Et bien déjà, au niveau de l'index qu'il y avait auparavant, il y avait un gameplay assez sectionné entre les différents temples. Soit on pouvait faire quelque chose qui était très axé sur le vent, donc quelque chose d'assez rapide, soit quelque chose de très tanky autour de la montagne, ou alors quelque chose d'un peu plus varié, on va dire, qui touche un peu sur toutes les branches du côté des Vanari. Des fois on pouvait faire des trucs un peu plus variés en mixant un peu les temples. Maintenant c'est vrai que tu étais un peu enfermé dans cette case de quel temple tu prends et compagnie. Là maintenant on est passé sur quelque chose de super versatile. Tu peux tout jouer. Tu peux aller dans tous les sens, jouer des trucs ultra élites, même des Avengers des elfes, ou alors des trucs un peu plus populeux. En tout cas, ils ont vraiment axé le BT sur quelque chose de varié, arrêter d'aller d'un côté ou de l'autre au niveau des temples et vraiment donner du plaisir aux joueurs de jouer ce qu'ils veulent. Très intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'ils ont déporté une partie, on va dire, du gameplay sur l'aspect adaptatif de l'armée pendant la partie grâce à un nouveau mécanisme qui vont s'appeler des versets et qui vont vous débloquer certains bonus actifs par rapport aux versets que vous allez utiliser et aussi en déclenchant un deuxième bonus par rapport à tous les versets que vous avez déjà utilisés. Petit disclaimer, une armée qui est adaptative avec la même liste, surtout quand on voit aujourd'hui que, en tout cas dans cette saison, même la façon de scorer va être écrite sur la liste avec justement ces chemins de quête, le fait de pouvoir adapter son game plan pendant la partie rend quoi qu'il arrive l'armée assez forte. Ce qui est très sympa, c'est comme tu l'as dit, on va avoir des armées qui peuvent être très White Dwarf, avec un petit peu l'architecture qu'on attend d'une armée elfe, avec d'un côté les lanciers, les archers derrière, et pourquoi pas des unités satellites comme de la cavalerie latérale, ou alors au contraire, tu as parlé des listes Avengers. Est-ce que tu peux un petit peu décrire ces fameux gameplays qui vont être jouables? En fait, c'est des listes qui sont composées de 5-6 héros avec une ou deux petites unités juste de satellites. Mais en fait, le but, c'est d'avoir une armée ultra élite avec que des petits héros et un ou deux gros héros dans le tas qui vont en fait aller par les debuffs, par les buffs sur eux-mêmes, aller juste enfoncer l'adversaire ou alors juste empêcher l'adversaire de scorer, de faire des dégâts, d'accomplir des tactiques. Et en fait, tu te retrouves contre des grosses pièces ou des petites pièces d'élite comme Eltarion, comme les jumeaux Elania et Lator qui vont juste t'annuler toutes tes capacités ou alors te rentrer dedans et te détruire unité par unité et en fait tu n'as plus aucun répondant face à ce genre d'adversaire. Donc ça a toujours été quelque chose de très prisé en Lumineth, quelque chose d'assez unique dans AOS parce que c'était compliqué de faire du Avengers style dans d'autres armées et c'est vrai que Lumineth a toujours eu cette petite épice dans sa manche pour rendre le BT ou en tout cas l'armée unique. Je parlais et on commence aussi par un petit disclaimer, ça somme comme étant très fort. Ce qui est très sympathique dans l'écriture du livre, c'est que l'équilibrage va quand même se faire assez naturellement, tout simplement avec l'augmentation de la diminution des coups en points qu'on a l'habitude d'avoir, que ça soit sur Warhammer 40 000 ou sur Age of Sigmar, avec globalement des mises à jour qui vont être à peu près tous les 3 mois. Certains s'en plaignent parce que c'est vrai que ça demande une forme d'exigence de suivre son jeu pour rester justement au top niveau, mais justement c'est aussi ce qui va alimenter le cerveau des joueurs et ça c'est très appréciable. Par rapport à l'équilibrage interne-externe, comment est-ce que tu le définirais? Équilibrage interne, c'est plutôt propre, on va dire qu'il y a un temple qui est un peu en deçà des autres, je parle du temple du vent. La montagne très forte, il n'y a qu'une seule unité pour le temple du fleuve, donc c'est un peu annexe. Et puis les généraux, entre guillemets, les elfes généraux, donc les Vanari sont aussi très forts. Ce qui est cool, c'est que malgré le fait que le vent est un peu en deçà, si vous voulez faire quelque chose à 100% au niveau du vent, vous pouvez les joindre aux autres temples ou à quelque chose de plus général, même dans un Avengers style du côté Lumineth. Donc c'est très très bien équilibré, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc en tout cas, c'est très bien équilibré en interne concernant Lumineth. Au niveau de l'équilibrage externe, là on va peut-être avoir quelques difficultés du côté des adversaires de Lumineth. Pourquoi? Parce que Lumineth a tendance à faire ce que d'autres armées font bien, peut-être même en mieux, et ce, de façon versatile. C'est-à-dire qu'en solo, par exemple, vous allez avoir la même liste, et vous allez pouvoir faire face à Nurgle un meilleur tanking, et vous allez pouvoir avancer encore plus vite. De l'autre côté, vous allez pouvoir tanker contre des armées d'élite, alors que vous êtes vous-même une armée d'élite. Ou alors, vous allez pouvoir dépeupler une armée populeuse, tout en étant vous-même une armée populeuse. Donc,
avec la même liste, en fonction des versets et de ce que vous choisissez sur la game, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. En termes de rejouabilité, c'est hyper cool, mais c'est vrai que si les points sont pas très bien réajustés, ça peut être frustrant pour les adversaires. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vu comment le BT est écrit, c'est juste une question de niveau de points. Yes, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Je parlais de frustration aussi par rapport à la lisibilité de l'adversaire. Et clairement, ça nous rappelle aussi les bonnes pratiques qu'on doit adopter quand on joue à un wargame. C'est le fait d'être très clair avec son adversaire. C'est aussi très bien parce que la dernière page, c'est-à-dire la synthèse. Donc, je rappelle qu'on est sur un livre ici de 98 pages, ce qui est très 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 beau. Là, pour le coup, on sent vraiment que Game Workshop a fait énormément d'efforts sur cette V4 pour un petit peu rendre le jeu plus adulte par rapport à sa DA. Ça, c'est plutôt appréciable. Absolument. Et derrière, on le rappelle, il va vraiment falloir aussi être très clair avec son adversaire en disant je te rappelle, regarde ma fiche, si jamais je joue tel verset, attention au prochain tour, si j'utilise tel ou tel verset, ça me débloquera ces bonus-là. C'est là où la frustration aussi, ça va être sur la lisibilité adverse. C'est ça. En fait, comme il va y avoir beaucoup d'effets, on a 54 possibilités d'effets avec les versets guerriers, c'est vrai que quand vous allez jouer contre, ça va être très compliqué d'anticiper non seulement ce que le luminette va faire, mais aussi ce que vous allez devoir faire pour pouvoir contrer le luminette. De l'autre côté, vous, en tant que joueur luminette, vous allez devoir vraiment bien expliquer et surtout bien vous rappeler, parce que le pire truc qui puisse arriver avec ce BT, c'est que vous oubliez, ok, alors j'ai pris tel verset au T1, j'ai oublié de noter, c'est un peu dommage, et du coup ça peut créer un malaise avec votre adversaire qui peut vous dire, en fait là il fallait que tu notes parce que là on sait pas ce qui va se passer. Ça demande de la rigueur, au moins un petit peu de rigueur, c'est pas non plus hyper compliqué, mais c'est vrai que si vous loupez quelque chose, ça peut créer une petite frustration au niveau de la partie. En tout cas, Games Workshop a tout fait, notamment avec la dernière page, pour que vous soyez tout organisé. Sorti de ce disclaimer sur l'échelle de puissance potentielle qu'on va rencontrer avec ce Battle Tome, il y a aussi une fausse difficulté à la lecture. C'est-à-dire qu'au début, tu lis les versets, tu te dis waouh, c'est compliqué. Et en fait, dès que tu commences à le mettre sur table, tu te rends compte qu'en fait, ça se fait très naturellement. En fait, il faut vraiment prendre le temps de se poser, de lire tranquillement. Je t'avoue que j'ai lu les 2 premières fois le BT, j'avais un peu la grippe. J'étais en mode, oh, qu'est-ce qu'ils m'ont foutu là dans ce BT. Et ensuite, une fois que j'ai eu le temps vraiment de lire tranquillement, je me suis dit, ok, là je comprends ce qu'ils veulent nous faire faire. Quels sont les combos qu'on peut avoir, et c'est vrai que là où les joueurs vont pouvoir avoir beaucoup de plaisir à jouer, c'est pas juste la rejouabilité de l'armée si vous avez une seule liste, mais surtout en fait la capacité de votre armée de pouvoir aller dans plusieurs directions possibles, ce qui est très compliqué à faire pour la majorité des armées, des listes et des BT d'AOS. Donc franchement, les joueurs luminettes, vous allez beaucoup vous amuser. Voilà pour l'analyse cartésienne. Après, en termes de ressenti, c'est un kiff absolu. Honnêtement, que ce soit sur l'esthétisme, aussi bien des figurines que du livre, et aussi finalement les différents gameplays, c'est une énorme réussite de la part de Game Workshop. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le BT va avec les figurines. Il faut dire que les figurines sont quand même assez détaillées. Donc même pour un peintre, il faut quand même avoir un petit peu de bouteille, pas trop non plus, mais il faut vouloir vraiment appréhender la figurine quand on va la peindre. Il y a beaucoup de gemmes, beaucoup de petites écailles ici et là dans les figurines luminettes. Et c'est vrai que c'est un peu pareil au niveau du jeu. Il faut se poser, prendre son temps, jouer avec et commencer à un peu développer son niveau de jeu. C'est pareil pour la peinture, pour le modélisme aussi, parce que ça peut être des figurines très compliquées à modéliser. On a des lances de 3 pouces, mais en tout cas c'est vrai que pour parfaire son hobby, les luminettes c'est parfait. C'est normal que tu conseillerais à un débutant alors justement sur la partie aussi bien modélisme que jeu? Alors oui, mais il faut le vouloir. C'est-à-dire que je dirais que c'est plus une armée intermédiaire. Une fois qu'on a développé un peu son jeu ou son hobby avec des armées un peu plus simples, par exemple on a fait Nurgle, une fois qu'on veut passer à l'étape supérieure, c'est vrai que Luminette c'est parfait. Maintenant, pour ceux qui sont fans de haut elfe ou d'elfe en tout genre, c'est vrai que si vous voulez vous lancer dedans, allez-y. Une fois que vous avez fait votre petit beurre avec, là en fait vous pouvez attaquer n'importe quelle armée directement après. Donc oui, mais il faut le vouloir. Avant de rentrer dans le dur du Battle Tome avec les règles, t'as parlé d'un sujet assez intéressant, ça va me permettre de faire la transition, c'est la notion de frustration. Quand tu as un livre d'armée qui est profond, il faut que ton adversaire, sans pour autant jouer l'armée, puisse le comprendre pour anticiper ce qu'il lui-même va pouvoir faire. Et ça me permet de faire la transition avec la règle de flaction, le trait de bataille, qui sont les inscriptions de runes. On va parler ici de ce qu'on appelle le verset guerrier. Vous allez voir que vous allez disposer globalement de 5 runes, vous allez pouvoir, pour 4 d'entre elles, les mettre quand vous voulez au début de chaque round sur votre armée, pouvoir potentiellement utiliser plusieurs fois la même et ainsi de suite, mais c'est ce qui va s'écrire sur ce qu'on appelle le verset guerrier. À la toute fin, donc la dernière page du livre, c'est un espèce de récapitulatif sur lequel vous allez pouvoir écrire d'ailleurs le verset que vous allez déclarer au round. Clairement, je vous conseille de l'imprimer systématiquement, de le mettre au centre de la table, et ça fera aussi une aide de jeu pour votre adversaire, puisque comme ça, celui-ci pourra se dire « Ok, t'as fait ça, donc ça te permet de faire ça », et c'est beaucoup plus clair, puisque
dans le jeu, dans les wargames, il y a ce qu'on appelle le gotcha, le fait de dissimuler une information à son adversaire et de gagner un peu une partie là-dessus. Il va falloir clairement l'exprimer à son adversaire, puisque sinon ça va susciter de la frustration chez lui, et il faut éviter ça. On va donc ici parler des inscriptions de runes. Au début de chaque round, vous allez écrire sur votre verset la rune que vous allez vouloir utiliser, et ce qui va se passer, c'est que quoi qu'il arrive, cette rune est indélébile. La rune active, c'est celle du round, mais vous allez voir que dans celle active, vous allez avoir des bonus dépendamment de celles qui sont écrites sur votre verset. Donc il faut vraiment garder en tête que cet enchaînement, d'ailleurs, de combien de possibilités ? 54 possibilités différentes sur toute la bataille. C'est énorme, et c'est ça qui va donner de la profondeur, parfois des surprises, et aussi faire la différence entre un bon et un moins bon général. On commence donc par la première. La première, c'est la rune de force. Ça va vous proposer de choisir 2 unités luminettes, quelles qu'elles soient, et d'avoir +1 pour vos jets de course et de charge. En plus de ça, si au moment où cette rune va s'activer, si sur votre verset vous aviez d'autres runes actives, vous allez avoir des bonus. En l'occurrence, je le rappelle, la rune de force, donc celle qui va vous donner sur 2 unités, +1 en course et en charge. Si vous aviez déjà, donc à un tour précédent, activé la rune du fleuve, vous allez avoir +1 à vos jets de blessure. Et si vous aviez déjà précédemment appliqué la rune du vent, alors vous allez avoir le repli, tir et ou charge. Déjà, c'est une rune. Déjà, pour repasser aux règles des runes, ça fait que, avec les règles qu'on va voir ensuite, vous avez une boîte à outils. Vous pouvez réagir à toute situation, que ce soit par rapport à vos jets de dés. Ah, vous n'avez pas de chance, il va peut-être falloir que je tank un peu plus. Ou alors par rapport aux jets de dés adverses, ou par rapport aux listes adverses, aux règles de bataille adverses. Donc en fait, vous pouvez gérer n'importe quelle situation avec n'importe quelle liste. Parce qu'après, il va falloir ajouter les war scrolls par-dessus ça. Donc là, déjà, rien que le fait de savoir que tu as +1 course, +1 charge, juste de base sur ce round-là, ça te donne une certaine capacité agressive. Derrière, le +1 pour blesser, tu deviens encore plus agressif si tu as eu la bonne rune derrière. Le repli et charge, ou le repli tir et charge, pareil pour certaines tactiques, comme Attune to Gairan, où on doit faire 2 retraites et charger avec au moins 2 unités dans le même tour, ça donne du levier pour pouvoir et accomplir des faits de bataille et accomplir des faits de tactique. Donc rien que cette première rune déjà, c'est une rune que vous allez voir assez souvent combinée avec par exemple la montagne ou le fleuve. C'est assez fort et ça rend déjà les unités basiques plutôt cool. Yes. Avant de passer à la deuxième rune, je veux aussi préciser quelque chose. Vous pouvez choisir, sur un round, vous y aviez déjà écrit donc sur votre verset guerrier une rune, de réécrire la même. Ça va vous permettre de choisir 2 unités supplémentaires. Donc vous allez passer à 4, toujours avec le même bonus. Exactement. Ça, c'est assez intéressant. On passe maintenant à la deuxième rune, c'est la rune de la montagne. On va de nouveau choisir 2 unités. Celles-ci vont avoir une protection à 5. Si sur votre verset, vous avez la rune de force, c'est-à-dire la rune qu'on vient de voir précédemment qui donnait le +1 en charge et le +1 en course, alors vous allez avoir un +1 perforation si jamais vous recevez une charge. Et si jamais vous aviez la rune du fleuve qu'on verra juste après, et que vous avez donc activé la rune de la montagne, vous aurez -1 pour être blessé. Celle-là, on va être honnête, c'est la rune la plus forte. Surtout quand on va voir les prochains War Scrolls. Mais déjà, protection à 5, c'est hyper fort comme règle. Le -1 pour être blessé rajoute encore plus de tanking. Je rappelle qu'on peut littéralement faire 5 rondes de bataille avec que cette rune-là. Et ça fait que vous allez avoir 10 unités en protection à 5. Donc ça, c'est très très fort. Elle se combine très bien avec la rune du fleuve et la rune de force. Et ce qui est bien, c'est que ça vous donne de la temporisation. Vous pouvez avoir un tour où vous tankez avec une protection à 5, et le tour d'après, vous avez +1 course, +1 charge parce que vous contre-attaquez. Donc franchement, cette rune-là, c'est pour moi la rune la plus puissante de ces traits de bataille. Et surtout quand on va voir les War Scrolls, vous allez voir que c'est très très cool. Yes. On passe à la troisième rune, c'est la rune du fleuve dont on vient de parler d'ailleurs. La rune du fleuve, elle va vous permettre de choisir 2 unités et ces unités vont avoir -2 pour être chargées. Flat. Et si sur votre verset vous avez la rune de la montagne qui avait déjà été utilisée précédemment, vous allez ignorer les modificateurs négatifs au jet de touche et au jet de blessure. Et si vous aviez activé la rune du vent qu'on n'a pas encore vu, alors tout simplement ces 2 unités vous pourrez faire un mouvement de 3 pas direct. Alors, celui-là, vous aimeriez bien l'utiliser quand vous sentez que vous allez vous faire agresser très très vite. C'est une très bonne rune pour les armées Alpha Strike. Donc Alpha Strike, c'est celles qui, dès le début de la partie, vont vous agresser. Pourquoi ? Vous allez très souvent avoir des armées qui vont se téléporter à 9 de vous, avoir des bonus de charge pour vous rentrer dedans. Et bien en fait là, vous lui mettez direct -2 à la charge.
Donc c'est hyper fort. Là déjà, rien qu'avec ces 3 runes, je peux déjà vous donner une façon de temporiser votre partie. Tour 1, enfin ronde 1, vous mettez la rune du fleuve, vous lui dites si tu veux me rentrer dedans, tu vas avoir -2 en charge. Ronde 2, je vais te mettre la rune de la montagne pour avoir une protection à 5 qui va être buffée par le -1 pour blesser de la rune du fleuve. Puisqu'on se rappelle que sur votre verset, vous auriez round 1, donc le vent, -2 à la charge, round 2, protection à 5, qui fait que vous avez déjà activé cette rune, donc vous avez 2 bonus. Et derrière, là votre adversaire vous a rentré dedans, vous aviez une protection à 5 et -1 pour être blessé, et bien maintenant, vous contre-attaquez, vous avez la rune de force, avec +1 course, +1 charge et +1 pour blesser. Donc là en fait, vous avez de quoi temporiser. Et vous allez voir qu'avec les 2 autres runes, vous avez encore de quoi jouer une partie différente de la première. Ensuite, on va découvrir la rune du vent. Celle-ci vous permet de choisir 2 unités et de dire que vous allez avoir -1 au jet de touche sur vous, en mêlée bien évidemment. Et si la rune de force a déjà été activée, alors vous allez avoir +4 à votre valeur de mouvement. Et si la rune de montagne a déjà été activée, alors vous allez avoir +5 au contrôle score. Bah pareil, ça c'est une rune que vous pouvez prendre au premier tour, parce que le simple -1 touche, avec aussi tous les debuffs qu'on va avoir dans les spells, c'est hyper cool. Ça peut être aussi une bonne rune que vous pouvez prendre en milieu de partie, déjà pour asseoir votre domination sur le champ de bataille, tout en tankant des plus possibles, parce que vous allez voir que vous allez avoir des unités qui tankent très très fort. Donc honnêtement, c'est une très bonne rune. Je dirais que les 3 premières se combinent le mieux entre elles, mais celle-là peut être très efficace. Yes, on passe ensuite à la dernière rune, c'est la rune du Zénith. Vous allez, et là pour le coup, vous ne choisissez pas 2 unités, c'est tout le monde sur votre armée va avoir +2 au lancement si vous êtes un suzerain luminette. Et c'est intéressant, si vous avez au moins 4 runes inscrites sur votre verset guerrier, donc 4 runes différentes, alors toute votre armée va avoir +4 en mouvement et le critique non pas à 6 à la touche, mais à 5+. Alors, celui-là, autant il est très puissant, autant il est situationnel. Pourquoi ? On va voir qu'il y a certains War Scrolls dans cette armée qui ont de la crit mortelle ou qui ont des effets critiques sur leur touche à 6. Si vous avez une armée, je vous spoil un peu, Vanari, donc à dimension plus militaire et moins élémentaire, là vous allez vouloir essayer peut-être... T'as bossé toi. T'as bossé. Excuse-moi, le vocabulaire. J'ai lu le dico juste avant. Du coup, si vous voulez avoir une armée Vanari, donc militaire, là vous allez potentiellement aller chercher justement à partir de la ronde 4 ou 5, on verra comment on peut l'avoir à la ronde 4, le fait de pouvoir faire des blessures mortelles sur du 5+, et vous allez saturer en faisant ça. Par contre, vous allez avoir certaines figurines dans votre armée qui, elles, ne critiquent pas sur du 6, qui n'ont pas d'effet de critique, donc en fait, celle-là, elle va être moins utile. Des fois, vous pouvez la choisir au round 1 parce que vous voulez avoir plus de lancement de sort. Mais tu vois, c'est là où en fait je trouve que ce système il est extraordinaire. Et d'ailleurs, je vais même reprendre un terme que tu utilises souvent. C'est les gens qui vont dérouler une partition. C'est dans le jeu, on aime bien sur AOS ce jeu un petit peu scripté et c'est pas malveillant, il est un petit peu comme ça. Et en fait, là, on le voit, on a cette partition. Et c'est ça qui est génial. Tu vois, un joueur débutant, il a joué plein de petits sorciers, il veut un plus de cast. Il réfléchit pas. Il veut je vais tout droit, je mets moins en charge parce que tu vois, j'ai peut-être commit. Et ben c'est pas grave. Par contre, quelqu'un qui va bosser, qui va théorie crafter sa game, qui va travailler ses matchs, mais là on se dit que le mec, il a 54 possibilités, et alors là, bonne chance pour tout voir. Ah bah c'est ça. Bah en fait, c'est une armée qui permet aux tricoteurs de tricoter, genre sur le moment, tu sais, tu fais, on va partir par là. Ou alors, le mec qui travaille vraiment, pareil, il sait ce qu'il doit faire et réagir en fonction de ce qui se passe, de ce qu'il n'avait pas prévu. Donc ça, c'est hyper cool. Ça peut être frustrant pour les adversaires, mais en tout cas, pour les joueurs luminettes, vous allez vous amuser. Et regarde, tout est très bien foutu parce que tu as plus de lancement de sorts. Imaginons sur un tour 4, où là, maintenant, tu vas commencer, avec des unités Vanari, à vraiment déglinguer des gens en face. Tu vas avoir critique sur du 5 et +4 en mouvement. Là, tu vas foncer dans le mec et lui dire, je vais te défoncer. Donc franchement, honnêtement, et c'est pas sur tout le monde. Donc c'est très bien conçu, c'est pour un build de liste précis. Dans un autre build, tu peux littéralement stacker la même rune pendant toute la partie. Et on va voir qu'aussi tu peux jongler avec les runes en fonction des War Scrolls, des unités qui peuvent changer, qui peuvent rajouter des runes. Vous allez voir, c'est hyper profond. Donc honnêtement, je tiens à dire, ça m'a fait mal à la tête. La première fois que j'ai lu, même la deuxième fois, de lire les traits de bataille, quand j'ai enfin pu comprendre et voir à quel point c'était profond mais intelligent,
Là, je me suis dit, ah ouais, les mecs, vous avez fait du taf. Très très bon je taf. m'attendais pas à une telle profondeur sur Ouais. une armée AOS Mm. en 7v4, alors qu'en fait, on voit la direction qu'ils sont en train de prendre. On n'a pas parlé, bien évidemment, que ça sortait en même temps que Zinch, et c'est la même qualité de tous les côtés. Donc c'est vraiment génial. Hein. Ouais. On passe maintenant du côté des formations de bataille. Là, pareil, ça doit être écrit sur la liste, mais c'est ce qui va changer votre gameplay. On commence. La première, c'est Lost de dualité. C'est une aptitude passive qui fait à l'unisson. En gros, quand vous allez activer une unité pour combattre, et ben vous allez pouvoir, comme à l'ancienne, les activer 2 par 2. Bah, c'est très intéressant, pourquoi? Parce que à l'époque, Luminette avait beaucoup de traits de bataille, c'était très fourni, t'avais beaucoup de règles, les éthers quartz, le fait de taper 2 fois, les spells, les temples différents et tout. Là, au moins, ils ont fait je vais pas dire simple, ils ont fait un truc fourni, mais c'est au moins un truc, c'est les runes, et maintenant, ils ont gardé l'identité de Luminette, mais tu dois aller la choisir. On garde l'identité de taper 2 fois de suite, mais il faut aller le choisir. Il y a d'autres battle formations qui sont intéressantes. Celle-là, en fonction du build que vous allez prendre, vous allez quasiment tout le temps la prendre si vous faites par exemple des armées à but de réception, c'est-à-dire quand vous allez avoir des unités qui vont vous rentrer dedans, vous allez tanker et ensuite contre-attaquer, ça c'est très fort. Et en plus de ça, c'est une battle formation qui coûte 0 points, on en a 2, une qui coûte 10 points et une qui coûte 20 points qu'on va voir tout de suite après, mais en tout cas celle-ci est très intéressante. Intéressant, tu viens de le dire, de voir que même dès la sortie, Game Workshop affine son équilibrage en pressentant les choses et en mettant justement des malus. D'ailleurs, celui qui va coûter 20 points, ça va être le pèlerin d'Axia. Tout simplement, vous allez pouvoir faire des enfoncements même si vous n'avez pas chargé à ce tour. Wow. Alors, sur le papier, c'est très fort. Et vous allez voir qu'il y a quelques Warscrolls aussi qui disent on joue pas au même jeu. Là, clairement, on joue pas au même jeu parce que j'ai pas besoin de charger pour faire un enfoncement. Le problème, c'est que ça va inciter déjà et d'une à payer un CP. L'enfoncement, c'est une capacité que vous pouvez faire qu'une seule fois. Vous devez avoir un certain nombre de PV pour pouvoir le faire par rapport aux unités adverses. Donc en fait, c'est très situationnel. Je rappelle, il y avait une armée Bone Splitters qui avait joué Titi à Atlanta, où t'avais pas besoin de charger et t'avais pas besoin de prendre en compte le nombre de PV pour faire l'enfoncement. Ça, c'était très fort. Là, tu peux pas jouer du Vanari à 1 PV, par exemple des lanciers, et jouer cette battle formation. Et tu peux le faire qu'une fois. Donc ça reste très équilibré. Le fait que ça coûte 20 points, je vois où Games Workshop veut en venir parce qu'il trouve cette règle très forte, mais encore une fois, c'est très situationnel. Peut-être qu'il aurait dû coûter 10 points. Mais c'est très bien de voir que les mecs ont vu quelque chose de potentiellement très fort, donc autant le nerfer en coup en point direct. Je pense qu'il va peut-être baisser en coup en point à l'avenir. D'accord. Et bien écoute, à 10 points, on a la prochaine, c'est-à-dire le gardien des Elementor, esprit antique. En gros, une fois par tour, à n'importe quelle phase de héros, vous allez pouvoir choisir un monstre. Et là, vous allez pouvoir, pour chaque unité entièrement à 12 de ce fameux monstre choisi, ignorer le premier dégât subi à chaque phase. Alors, c'est une très bonne règle, elle coûte 10 points, je sais pourquoi, et on va voir pourquoi ils ont décidé de mettre 10 points sur cette battle formation-là, parce que vous allez avoir potentiellement beaucoup de monstres sur table, ou au moins 2 ou 3. Ce qui est très fort, c'est que tu peux choisir un monstre nommé, je pense à Valinor et Teclis, et en plus de ça, vous allez voir que ça va être très compliqué de faire des dégâts à Luminette, c'est une armée qui tank beaucoup, et le fait de pouvoir enlever à tout le monde un dégât à chaque phase, c'est extrêmement fort. Je dirais que s'il devait y en avoir un qui coûte 20 points, j'aurais mis celui-là par rapport à celui de l'enfoncement. Mais en tout cas, c'est cool qu'ils aient mis quand même 10 points. Et là, pour l'instant, les 3 battle formations sur 4, les 3 sont très très bonnes. Yes, et la dernière, ça va être concentration mystique. Les aptitudes sortent du domaine de Hish ou du domaine des royaumes éveillés vont avoir la capacité illimitée. Bien évidemment, toujours le même garde-fou. Illimité veut quand même dire que vous ne pouvez tenter qu'une seule fois par sorcier. Et en plus de ça, ils ont mis un autre garde-fou, c'est celui de dire tu ne peux pas passer le même sort sur la même unité. Ils disent pas ami ou ennemi, mais c'est de facto de sorte. Donc c'est très bien équilibré. Je dirais que s'il y en avait un qui devait coûter 20 points, c'est lui. Parce que quand on va voir les domaines de spell, c'est hardcore les domaines de spell, vu les war scrolls plus les runes qu'on va combiner avec. Bah, le simple fait de pouvoir passer certains spells qui vont débuffer ou buffer vos unités et de le faire illimité, et ben les unités que vous allez buffer en plus des runes et des spells vont être quasiment intuables. Donc celle-là, dépendamment du build que vous allez prendre, surtout si vous avez Teclis par exemple, ouais, ça peut être très très fort. On passe maintenant du côté des traits héroïques. Là, pour le coup, ils sont tous à 0 points. Le premier, ça va être tout simplement le tacticien magistral, on le connaissait déjà. En gros, très simple, dès que vous allez faire un redéploiement à 12 pouces du héros qui est porteur de ce trait héroïque, alors vous allez faire minimum 4 sur votre jet de D6.
Ouais, celui-là était déjà dans l'index, il est bien, il était beaucoup joué. Je pense que vous allez voir un autre trait de commandement beaucoup joué. Yes, on va avoir le compagnon des runes, tout simplement. Au début du round de bataille, vous allez choisir un héros à 12 pouces, justement du porteur, et celui-ci sera considéré comme étant la 3e unité sujet à la rune. Ah, c'est pas le compagnon des runes, c'est le meilleur ami, c'est le best bro des runes. Celui-là, il est quasiment auto-include. Parce que là, on parle pour l'instant T1, t'as 2 cibles de base. Là, tu vas en avoir un 3e, ça peut être un héros nommé. Donc du coup, tu te retrouves avec 3 cibles au T1. Si tu prends la même rune, tu peux avoir 4 plus une cible au T2. C'est hyper fort. C'est hyper fort comme trait de co. Vous allez voir que ça se combine très bien avec Avalénor, Teclis, Sévirette. Moi, je trouve que celui-là est auto-include. Yes, et le dernier, ça va être le commandant sublime à votre phase de déploiement. Ça ne servira donc qu'une seule fois. Vous allez choisir jusqu'à 3 unités infanterie uniquement à 18 pouces du héros, qui est donc le porteur de Stray, et pouvoir faire un mouvement normal. Sympathique. Après, ça pallie en comparaison avec le compagnon des runes. Ensuite, au niveau des artefacts de pouvoir, il y en a 3. La première, historique, la pierre du phénix. La première fois que le héros est détruit, vous allez jeter un dé, et sur un 3+, il n'est pas détruit, et en gros, les blessures supplémentaires sont perdues, et vous allez soigner de D3. Alors, c'est un petit nerf de ce qu'on avait pu voir dans le passé, en V3 par exemple, où avant c'était hyper fort parce que tu prenais un héros entièrement à 12. Et celui-ci, s'il mourait, tu activais la pierre du phénix. Là, c'est juste le porteur. Donc, tu peux pas le mettre sur Teclis, tu peux pas le mettre sur Avalénor. Donc, ça, c'est cool. Rien à dire là-dessus, c'est un bon artefact. Ok, ensuite, on va avoir la baguette d'argent, pareil historique. Le héros va tout simplement pouvoir dissiper comme si c'était un sorcier 1. Et s'il était sorcier 1, il va avoir +1 pour lancer les sorts. Pareil, très bon artefact, rien à dire de plus que vous allez, je pense que c'est celui que vous allez le plus prendre parce que vous allez avoir besoin de certains bons jets de lancement en fonction de votre liste. Et on termine avec la pierre gardienne. À la phase de mouvement, retirez ce héros du champ de bataille, replacez-le entièrement dans votre territoire à 9 de toute unité ennemie. Il n'y a aucune restriction, vous pouvez le faire à chacun de vos tours, et même si vous êtes en portée de mêlée. Bah ça c'est cool, ça permet de prendre la poudre d'escampette si vous êtes dans une situation périlleuse avec votre héros. Après voilà, des héros, vous aurez peut-être des mecs sur chevaux, enfin sur kangourous bizarroïdes, ou des héros à pied. Donc à voir si c'est celui-là que vous allez prendre. Vous auriez préféré pouvoir mettre ça sur un gros héros genre Avalénor ou Teclis ou Sévirette, mais c'est des héros uniques, donc ils peuvent pas avoir cet artefact. Je dirais que la baguette d'argent est pas mal. On passe maintenant du côté des sorts persistants du domaine des manifestations, son nombre de 3. On commence par la pierre jumelle de Hish qui va passer sur du 6. Alors, il y a un petit glitch dans l'invocation. Donc la pierre jumelle, elle bouge. Il faut rappeler que les Endless Spells qui bougent ont une portée de mêlée à partir de la phase de mouvement jusqu'à la fin du tour, comme si c'était une unité normale. Donc du coup, si à la phase de mouvement vous êtes à 3 pas d'un Endless Spell qui bouge, ennemi, vous êtes donc engagé. Normalement, quand vous invoquez un Endless Spell qui bouge, il y a une restriction dans l'invocation qui dit vous mettez à plus de 9 pas des unités ennemies pour éviter le glitch de je t'invoque un Endless Spell qui bouge et à la phase de mouvement, je te lock vu que je te l'ai invoqué dans les 3 pas de ton unité. Quand il dit je te lock, ça veut dire que je te force un désengagement. C'est ça. Par exemple, là maintenant, tant que c'est pas faqué, tu peux utiliser un point de commandement pour invoquer le Endless Spell au tour adverse, à 3 pas ou moins de 3 pas d'une unité ennemie, et lui dire maintenant qu'on passe en phase de mouvement, la zone de mêlée s'active sur mon Endless Spell, tu es en combat et tu dois faire un retreat. Il n'y a pas trop de doute sur le fait que enfin c'est des mécanismes qui normalement sont tellement chers puisque c'est des anciens mécanismes de cornes ou ce genre de choses qui sont vraiment, mais la saveur d'AOS sur les tricks, là c'est plus un glitch. En tout cas, on l'imagine puisque l'invocation à 18, ça serait très facile. Donc à voir, qu'est-ce qui fait ce sort? Alors ce sort c'est simple, à chaque fois que vous allez avoir une unité amie ou ennemie à 12 pas qui lance un sort, vous allez prendre un petit dé, le poser à côté de votre pierre de Haïch, et vous allez, pour chaque sort, ajouter 1 à votre dé. Vous partez à 0, attention. Vous pouvez avoir un maximum de 6 points de magie, et lorsque vous aurez un sorcier luminette ami à 3 pas de la pierre qui lance un sort ou une dissipation, donc ça marchera à votre tour ou au tour adverse, vous ajoutez le score de magie que vous avez sur le dé à côté de votre pierre, au lancement de sort ou à la dissipation. C'est très très fort parce que c'est pas que le lancement de sort, c'est aussi la dissipation et c'est à toutes les phases de héros. Ce qui est bien, c'est que le garde-fou vous dit que c'est une fois que vous avez passé votre spell, avec le buff de la pierre, vous repassez direct à 0. Historiquement, on pouvait repasser à 1, enfin dans les anciennes versions, et donc on avait tout le temps un bonus de +1. C'est ça. Là, c'est très 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 bien. Mais le simple fait de pouvoir stacker des bonus à son tour et pouvoir avoir à ton levier, c'est-à-dire à ton tour, moi je vais sucer cette pierre, et là je vais me booster, c'est ultra jouissif. Ouais, en tout cas, c'est un très bon endless spell, et maintenant il bouge.
Donc c'est plutôt cool, ça fait une repousse faible en plus, donc très sympathique. Yes, ensuite on va parler de la rune de pétrification qui elle va passer sur du 7. Eh ben, elle n'a pas trop changé, elle se passe à 12 pas du lanceur, elle reste là où elle est posée, elle prend à chaque phase de héros toutes les unités ennemies à 6 pas, vous lancez un D3, sur 2+, vous faites D3 blessures mortelles, et si vous encaissez, enfin si votre adversaire encaisse 3 blessures mortelles sur une unité, cette unité a frappe en dernier. Ok. Pour le restant du tour, donc ça c'est un très bon garde-fou. Ok, et ensuite on va avoir la convocation du sanctuaire de Amintor, c'est sur du 7. Vous pouvez le placer autour d'une unité, donc un petit héros ou autre, et en fait sa capacité c'est de pouvoir défendre une unité qui est à l'intérieur, qui a une caractéristique de PV de 10 ou moins. Le petit héros qui est à l'intérieur par exemple ne peut pas être vu par toute capacité tant qu'il est à l'intérieur de ce dispositif, et toutes les capacités de tir, de corps à corps doivent cibler le sanctuaire d'Amintok. Petit glitch, à l'invocation, dans la capacité d'invocation du sanctuaire d'Amintok, ils disent bien que c'est un endless spell qui a 3 parties, et dans ce cas-là, normalement sur le War Scroll, on vous dit que même si vous avez 6 PV sur l'unité, ça fait pas 3 fois 6 PV, vous êtes censé tuer une seule fois une des figurines, sauf que là, le glitch, c'est qu'il n'y a pas cette capacité qui dit si vous tuez une des parties, toutes les parties meurent. Mais ça risque d'être clarification, bien sûr. Voilà. Là, on parle de 2 clarifications, que ce Voilà. soit sur lui ou sur la pièce jumelle de Ish. Question pour toi, là on découvre donc le début de la magie. On sait que les elfes, en tout cas que les Numèdes sont très bons. Ils ont Teclis qui est le meilleur magicien du jeu. Désolé à tous les autres. Ouais. Là on voit domaine de manifestation. On voit aussi qu'on va avoir 2 domaines de sort en plus. Ouais. Donc on est à 3 domaines indirectement. Ouais. Combien de niveaux de magie à ton avis on a quand on doit jouer Luminette, et est-ce que tu as envie de sacrifier des vrais sorts pour passer des manifestations? Alors la pierre, j'aimerais bien la passer, je t'avoue. En fait, j'ai fait des petits builds dans ma tête où tu peux littéralement avoir un magicien, sorcier de niveau 1, et tu joues sur le tanking des runes et compagnie. Par contre, ce que tu peux faire avec les domaines de magie et les manifestations, avec des sorciers de niveau 1, 2 ou 3, tu peux en mettre plein, faire une petite ribambelle, une petite cabale de sorciers. Tu peux monter à 7 spells par tour et faire des dégâts colossaux. Enfin, tu peux rendre ton armée intuable avec ces spells-là. Tu peux tout faire en fait. Encore une fois, même en profondeur de jeu, tu peux avoir une cabale de sorciers comme littéralement personne et bien te débrouiller. Je te dirais qu'en moyenne, tu vas essayer d'avoir 2 à 4 niveaux de magie sur ta table. Ok, on va maintenant découvrir les 2 domaines de sorts, le domaine de Hish, bien évidemment, avec comme premier sort, c'est-à-dire le sort signature qui lui est en illimité et passera sur 2/6, le fanal de Hish. Vous allez pouvoir choisir une unité autre qu'un monstre entièrement à 12 pouces du sorcier et dire qu'elle ne sera touchée jamais par un jet mieux que 4+. C'est hyper fort, c'est illimité, c'est hyper fort. Parce que là, du coup... vous dites à votre adversaire, bah tu peux te mettre des bonus de +1, de +2 en touche, je n'en ai rien à faire. Là, vous êtes sur ce qu'on appelle du Night Haunt, vous êtes sur du 4+. Et vous allez voir que c'est très regrettable de taper dans du Luminette en sachant que vous ne pouvez toucher que sur du 4+. C'est hyper fort. On enchaîne ensuite avec la chaleur écrasante qui va passer sur du 7. Vous allez choisir une unité ennemie à 18 pouces du lanceur. Vous allez diviser par 2 sa caractéristique de mouvement et jeter un petit dé bonus. Et si ce dé est supérieur à sa caractéristique de sauvegarde, lui mettre des 3 mortels. Bah, diviser la caractéristique de mouvement, j'ai envie de te dire, avec ce que tu vas avoir derrière, et tous les malus et les bonus que tu vas avoir, rentre-moi dedans, il n'y a pas de souci. Mais c'est un bon petit spell. Si tu vas chercher ce domaine-là, ce sera plus pour le premier spell. Ok, et on va terminer avec un anti-masse, la réfraction perforante qui va passer sur du 7. Vous allez choisir une unité visible à 18 pouces du lanceur, jeter un dé par figurine de l'unité sur chaque 5+, faire une mortelle. Un anti-masse, un 5+, c'est toujours cool, c'est sympathique. Non, c'est le premier spell qui est hyper cool dans ce domaine-là. Mais vous allez voir, le deuxième domaine est aussi pas mal. On passe maintenant sur le deuxième domaine de magie, le domaine des royaumes éveillés. On rappelle bien évidemment que vous devez choisir sur votre liste d'armées le domaine sur lequel vous allez. Maintenant, il y a des personnages comme Teclis qui connaît les 2 domaines. Voilà. Là, le premier sort, c'est l'érosion concentrée. C'est aussi le sort illimité qui lui va passer sur du 6. Vous allez pouvoir choisir une unité à 18 pouces du sorcier et lui mettre -1 à la perforation d'armure de ses armes jusqu'à votre prochain tour. Là où c'est fort, c'est qu'ils disent pas que c'est que les armes de mêlée. Ça marche aussi sur le tir. Donc là, tu te donnes encore plus de tanking contre ce qui est pour moi l'une des faiblesses du Luminette, c'est de tanker au tir. Là, si le mec il est trop proche de toi et tu lui mets -1 perf, tu tankes encore mieux, donc forcément ce spell est très fort. Ensuite, on va avoir le élan élémentaire qui va passer sur du
6, vous allez choisir une unité amie à 12 pouces du lanceur. Si cette unité est à portée de mêlée, alors vous allez avoir un malus de -1 pour lancer le sort. En gros, ça va vous permettre, avec l'unité choisie, de faire un mouvement de 5 qui ne vous permet pas de rentrer en mêlée, mais qui vous permet d'en sortir. Donc c'est quand même super bien écrit, puisque c'est l'équivalent d'un désengagement qui passerait sur du 7 ou un mouvement bonus de 5 qui passerait sur du 6. Alors déjà, juste de base, faire un mouvement de 5, c'est hyper cool. En plus, vous avez des runes qui vous permettent de bouger de 4 pouces en plus, ou de bouger de 3 pouces à votre déploiement, plus un trait de commandement qui vous permet de bouger comme un mouvement normal au début de la bataille. Donc en fait, déjà en termes de mouvement, vous avez tout ce qu'il faut. En plus de ça, ça vous permet de faire, comme tu l'as dit, une retraite sans que ça compte comme une retraite. Là où c'est bien écrit, il y a un malus de -1 si l'unité qui est visée est au combat. Et là où c'est cool, c'est que tu as un autre garde-fou, c'est que tu ne peux pas caster ce spell sur une unité qui a été set-up à ce tour. Donc tu peux pas arriver à 9 et boum, bouger de 5 pas. Donc ça c'est cool. Il n'y a que les fakes qui peuvent. Ouais, mais c'est parce qu'on a la classe. Exact. Et on termine avec le dernier sort qui va être le pavois des royaumes qui va passer sur du 7. En gros, vous allez pouvoir donner une protection à 5 à toutes les unités qui sont entièrement à 12 du lanceur. Bah en fait, si vous ne voulez pas jouer la rune de la montagne parce que vous voulez préconiser 2 ou 3 autres runes, bah vous avez quand même ce spell que vous pouvez stacker sur plusieurs unités pour avoir une protection à 5. Pourquoi je dis sur plusieurs unités? Parce que tu as quand même une formation de bataille qui te permet, si tu prends ce domaine-là, de passer ce sort en illimité. Donc en tout cas, t'as tout ce que tu veux. C'est une boîte à outils, t'as tout ce que tu veux. On a fait le tour, les amis, de tout ce qui va donc faire les aptitudes des luminettes. On voit déjà la profondeur de ce qui est proposé. Et encore, on vous l'a expliqué, on ne vous l'a pas lu. C'était plus complexe à la lecture. Ouais. Mais on voit, encore une fois, là où ils veulent aller, c'est la polyvalence au sein de l'élite. Moi, j'ai rien à dire d'autre que tu peux... Les possibilités sont infinies. Toutes les portes sont ouvertes. Tu t'aventures comme tu veux. Ça sonne comme étant très fort, facilement fort. Tu as parlé tout à l'heure au début de cette vidéo de vecteurs de frustration possibles, comme tu le disais. Ça va aussi être donc l'équilibrage qui fait que le nombre d'unités va faire la puissance de l'armée. On va maintenant rentrer dans le dur de ce Battle Tome. On commence par tout seigneur, tout honneur. On a la chance, les amis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à le saluer, de l'avoir avec nous. C'est l'archimage Teclis et c'est Lénard qu'on n'oublie pas bien évidemment. Il a sali la moquette, puisque là, alors il est à 640 points. Ouais. C'est un monstre, c'est la lumière, c'est tout ce qui va faire le plaisir. Certains vont aller chez les luminettes sans doute grâce ou à cause de lui. Ouais. Il a un background qui reprend quasiment 40 ans d'histoire de Warhammer Battle, puis Warhammer Age of Sigmar. C'est l'archimage Teclis, 640 points, 16 PV, mouvement de 10, sauvegarde à 4, protection à 5 de base, sorcier de niveau 4. Il va avoir comme première aptitude l'aura de Sélénar qui fait que tous les sorciers entièrement à 12 de lui vont avoir +1 pour lancer, lui compris. Et les bannissements en plus. C'est vrai. Il connaît tous les domaines du livre et tous les sorts des sorciers de la liste. Il lit dans leur esprit. Il regarde au-dessus de leur épaule. Ça n'est pas tout. Ensuite, une fois par tour, à votre phase de héros, aptitude archimage, il va choisir parmi 2 effets. Soit on a l'habitude, automatiquement, un de ces sorts sera considéré comme ayant une valeur de lancement de 12, ou, et ça c'est une nouveauté, il va pouvoir choisir un sorcier ou un prêtre à 18 pouces et visible de lui, et dire toi, t'as -1 niveau. Mais c'est pas juste les sorciers, c'est les prêtres. C'est les prêtres. Je crois que la seule occurrence que tu trouves de ce type de règle-là, c'est en Khorne avec les règles de dîme de sang, où il faut que tu aies tué une unité d'abord. Là, c'est juste flat. Et c'est jusqu'au début de ton prochain tour. Tais-toi. Arrête de prier, ça sert à rien. Ça sert à rien. Combien il coûte ? Eh bien, il servira à rien. Ouais, c'est ça. Là, honnêtement, alors, encore une fois, c'est normal, c'est un dieu sur table, et quand on parle de dieu, lui ou les autres, dépendamment de la méta, il y a toujours des trucs comme ça. Mais là, en fait, tu prends le plan adverse, et tu lui dis, bah, il va falloir que tu penses à jouer 100 parce que t'es à 18 pouces, ou alors il va falloir que tu anticipes mes mouvements, et ainsi de suite. Wow, ce mécanisme, il est marrant. Hein. Mais déjà, même... Alors oui, t'as le côté, j'ai un petit sorcier à 100-150 points niveau 1, ou prêtre niveau 1, déjà, lui, tu dois le cacher tous les jours de Teclis. Mais imagine les grosses pièces, les gros tons, les Archaons, tu leur mets -1 spell, les Be'lakor -1 spell et compagnie. Mais c'est hardcore. Si tu payes des centaines de points pour ces unités-là, pour au final... Non. Et les euros, Mila. Et les euros en plus. Ah bah oui, je sais que chez toi, c'est... Bah, ça commence à être la crise si on enlève des niveaux de sorciers et de prêtres. Non, en tout cas, pour moi, cette règle-là, elle est hyper forte. Peut-être que c'est ce qui fait qu'il est peut-être pas assez cher, mais encore une fois,
c'est une règle qui est très forte, mais qui peut s'équilibrer par les coups en point. Et encore, c'est pas fini. Hein, Yes, c'est pas fini. Il a gardé bien évidemment, ce que nous on appelait, parce qu'on est des gogoles, le prout de Teclis, c'est-à-dire la lumière de la vérité, qui est un sort qui va passer sur du 7, et en gros sur toutes les unités à 18 pouces et visibles de Teclis, vous allez infliger des 3 blessures mortelles, et ça n'est pas tout. Ce qui est rigolo de Game Workshop aujourd'hui, et c'est peut-être là où je trouve que malheureusement ils sont en train de rendre certains personnages auto-inclus, on l'a vu avec les Hellsmith, où en fait en gros t'as envie de jouer le personnage nommé et plus générique, parce qu'en fait le mécanisme d'armée est modifié grâce à lui. Ushoran avec les désillusions. Exactement. Le plus 1 moins 1, c'est auto-include quoi. Et bah là, c'est une fois par bataille, au début de n'importe quel round, et ça ne peut pas être le premier round, vous allez rajouter sur votre verset guerrier une rune. Alors ils expliquent très bien. Alors déjà, ils ont mis un petit losange spécial pour cette capacité dans la fiche que vous pourrez imprimer, donc c'est hyper bien conçu. Ils expliquent très bien que la rune que Teclis va ajouter n'est pas la rune qui va être active, c'est juste une rune qui va être passive pour buffer les runes actives pour le reste de la baston. Donc c'est hyper bien écrit, et la règle est hyper forte. On se rappelle qu'on a une rune, la toute dernière, celle du Zénith, qui se buff uniquement si vous avez les 4 autres runes déjà actives. Donc en fait, au lieu de l'avoir au T5, vous pouvez l'avoir au T4. Grâce à Teclis. Il est quasiment auto-include. Le pire, c'est que tu peux faire une armée sans Teclis, mais avec lui, tu deviens le toolbox ultime. En solo, je ne vois pas une armée luminette sans Teclis. Franchement, pour illustrer ce que tu vas dire, en général, on parle du jeu en équipe et du jeu en solo. C'est-à-dire quand on va seul à un événement ou dans un cercle d'amis, on cherche la polyvalence. Donc Teclis, clairement. Quand on veut polariser une liste dans le jeu en équipe pour aller justement avoir un rôle très spécifique, bien évidemment, on pourra ne pas l'avoir. En plus, il a quand même été buffé sur sa létalité. Il a plus 1 en dégâts. Avant, il était dégâts 2 sur les attaques de Selenar. Là, il est passé dégâts 3. Il a pris plus 1 en sauvegarde. Avant, il était en sauvegarde à 5. Maintenant, il est en sauvegarde en plus, à 4. Bon. Il sent bon. Mais c'est la lavande. Et son tir, maintenant, n'est plus D6 dégâts, mais D3 plus 3. Il a clairement mangé du lion. Ses capacités vont en symbiote avec les règles de base de Luminette. Je trouve, pour tout ce qu'il combine, il vaut pas si cher que ça. Je trouve que 640 points, je suis joueur Luminette, je suis content. Vraiment, et puis vous allez vous amuser avec lui, quoi. Il se combine avec tout et n'importe quoi dans l'armée. Franchement, ça doit être hyper amusant à jouer, donc bravo Games Workshop. J'espère que ce sera pas trop fort. Maintenant, c'est un peu compliqué à voir parce que je pense qu'ils ont bien équilibré le BT en coup en point sur la majorité des unités. Mais en tout cas, Teclis, c'est un dieu sur table. Rien à dire. On vient de voir bien évidemment le dieu de l'armée. Là maintenant, on va dérouler un petit peu plus vite les différents War Scrolls. Faut juste noter que ici ils sont divisés par caste, entre guillemets par domaine entre les différents éléments. Là, on va commencer par Elania et Elator. Alors, ce qui est cool, c'est que à la base, Elania et Elator, c'est 2 héros sur le même socle. Avant, ils n'avaient pas les caractéristiques qui montraient que c'était le cas. Là maintenant, c'est le cas. Ils ont un control score de 4, 2 plus 2 parce que c'est 2 héros. Donc ça, c'est cool. Ils ont 10 PV parce que 5 plus 5, donc ça c'est cool. Ils ont conservé les mêmes règles que sur l'index. Ils ont toujours la règle de l'éclipse totale, un sort qui se passe sur du 8. C'est simple, à 18 pas, la première unité ennemie qui veut passer une aptitude de commandement, si elle veut que l'aptitude de commandement passe, elle doit utiliser un deuxième point de commandement pour que ça passe. Sinon, c'est simple, votre point de commandement est dépensé, l'aptitude de commandement n'a aucun effet, mais est compté comme ayant été utilisé. Donc vous ne pourrez pas le passer une seconde fois. Ensuite, vous devez choisir si c'est Elania ou Elator qui commande le socle, voilà. Donc soit vous avez Elania qui commande, vous avez du coup une protection à 4 et vous avez un autre spell à lancer en plus dans le tour, ou alors vous voulez être un bourrin, c'est Elator qui contrôle, et dans ce cas-là, vous ajoutez le numéro de ronde de bataille aux dégâts de la grosse arme d'Elator. Donc hyper fort. Plus vous avancez dans la baston, plus vous allez faire très mal. Je précise que de base il est dégâts 2. Oui, donc là vous avez T5, vous êtes dégâts 7. Ça va. Et ensuite, vous avez une capacité qui est très forte. C'est à la fin de chaque tour. Si vous avez une ou plusieurs figurines qui a été tuée par cette unité, elle peut se téléporter n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 de toute unité ennemie. Ces 2 héros coûtent, pour le même socle, 290 points. C'est nickel. T'en penses quoi ? Très fort parce que on va voir aussi qu'on a un autre build que les castes ou un melting pot de toutes les castes et compagnie.
il y a ce qu'on appelle un truc historique chez Lumineth qui s'appelle la Hero Hammer. Yes, les Avengers. Les Avengers, en gros, vous allez jouer Teclis, Elania Elator, Light of Eltarion, des gros héros à Valinor et Sévirette à côté. Et en fait, avec les buffs des runes et compagnie, vous allez tanker et vous allez faire extrêmement mal. Ça, c'est le héros qui va faire extrêmement mal et qui ensuite va se barrer. Je t'ai tué, je me barre. Je te tue, je me barre. Hyper efficace pour 300 points. Yes, on enchaîne ensuite avec... moi, c'est la figurine qui m'avait rallié à Age of Sigmar. C'est la figurine, bien évidemment, de la lumière d'Eltarion. C'est tout simplement une armure vide où, même physiquement, l'armure, quand vous la regardez en 360, vous vous demandez comment est-ce qu'elle tient debout. Ouais. En termes d'ingénierie de sculpte, c'est une dinguerie absolue. Et en plus, il a un lore de dingue puisque son âme a été fragmentée en 1000 parties, c'est ça? Ouais, par Arcane, durant la fin des temps, et c'est Teclis qui l'a récupéré, qui a essayé de lui recréer un corps et De le recoller. et à chaque fois qu'il voulait qu'il remette son âme dans le corps cobaye, le corps cobaye se désintégrait, et il y avait que l'armure qui arrivait à tenir, et comme l'âme d'Eltarion est hyper forte et tout, elle peut tenir sans corps. Donc voilà, et en plus... Malheureusement, il s'est vengé de Arcane lors d'une certaine baston entre lui et Arcane, mais Arcane va revenir, j'en suis sûr. Donc j'ai un petit passif avec Eltarion, mais en tout cas, c'est une figurine qui est extrêmement forte. C'est le dueliste Ouais. de Lumineth. Alors c'est simple, bon déjà, 7 PV, c'est va 3, protection à 4, il tape comme un goret. Et en plus de ça, il a toujours eu cette capacité d'ignorer les modificateurs négatifs aux jets de touche et de blessure. Et là, il a gagné une règle qu'on trouve du côté de l'Ogroïde en Tzeentch version Scourge of Gairan. Elle est hyper forte. À n'importe quelle phase de mêlée, si Eltarion n'est pas au combat, vous le téléportez, vous choisissez une unité Lumineth amie qui est en mêlée avec une unité ennemie, vous placez Eltarion à un pas de votre unité amie et en mêlée. Oh, salut, je viens vous aider les gars. À n'importe quelle phase, donc c'est un truc que vous pouvez faire à tous les tours. À toutes les phases de combat, tu prends Eltarion et tu lui dis tiens, viens là, va leur donner un coup de main, ils sont en difficulté. Et un coup de main venu d'Eltarion, c'est bienvenu, il n'y a rien à dire là. Combien il coûte? Il coûte 290 points, donc 10 points de plus que sa version Scourge of Gairan, et honnêtement c'est honnête. Parce que, honnêtement c'est honnête. Ouais, c'est honnête, il est très très fort, et cette capacité-là va le rendre horrible à anticiper. Donc attention, les joueurs Lumineth vont s'amuser avec lui, et ça va être... les joueurs qui vont jouer contre vont avoir les chocottes. J'ai une question pour toi, parce que je trouve ça super intéressant, c'est des règles qui sont fraîches, c'est stimulant, mais quand t'as une armée avec des gars de base qui peuvent bouger de 14, qui peuvent potentiellement avoir plus 4 de mouvement, donc bouger de 18, qui peuvent donc aller charger une seule unité vers tour 1, charger complètement par exemple à gauche du champ de bataille, et hop, va amener Eltarion. Ça veut dire qu'en fait un flanc qui était... où tu n'étais même pas présent, devient ton flanc fort. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas complètement... C'est absurde dans le sens où c'est inéquilibrable. Tu peux le mettre à 400 points, mais si à 400 points il te fait un trou comme ça sur le dispositif à gauche parce que t'as bougé de 18, tu vois ou pas ce que je veux dire? Ah, c'est hyper fort. Je pense que ça reste équilibrable au War Scroll parce qu'il faut quand même que tu joues des choses à côté. Mais oui, c'est hyper... Enfin, encore une fois, une Hero Hammer, t'envoies Elania Elator sur un truc, tu téléportes Eltarion à côté d'Elania Elator, t'as Elania Elator et Eltarion qui te rentrent dedans. Les mecs, ils te tuent une figurine, ils se TP, ils vont ailleurs, ensuite ils vont recharger un truc, et Eltarion, il revient. Merci beaucoup, au revoir. Oui, c'est très fort. T'as des builds d'Hero Hammer qui peuvent être très très forts, ou juste tu rentres Eltarion dans ta liste, et tu peux déglinguer des trucs facilement. C'est un très bon anti-monstre. Est-ce qu'il aurait pas fallu juste dire que c'est pas n'importe quelle phase de mêlée, mais ta phase de mêlée, par exemple, j'en sais rien. Juste quelque chose comme ça. Je pense que c'est là où il aurait fallu peut-être ajouter une certaine frustration de 3+, 4+, parce que ça reste très et très pourtant fort. on déteste ces règles, hein, mais... Oui, mais là c'est trop fort. Ouais. Enfin, je suis désolé. Ou alors tu le fais coûter 350 points, je sais pas. Après voilà, la figurine est hyper cool, t'as envie de le sortir. La règle est très très forte et va falloir trouver un moyen de le rééquilibrer. Après si ça se trouve, peut-être que maintenant que tu peux lui mettre des blessures mortelles, tu peux lui saturer, t'as des contres à Eltarion, mais toutes les armées n'en ont pas. Donc ça peut être très frustrant à jouer contre. On passe maintenant du côté des lieutenants avec Lyrior Ultrar, qui est donc le premier lieutenant Vanari. Lui est à 250 points, sa version générique juste à côté est à 150 points. Lui il va avoir une aptitude très rigolote qui s'appelle le champion seigneur Phoenix. Tant qu'unité Vanari est visible et entièrement à 12 pouces de lui, vous allez considérer alors que... Alors c'est pas très précis ici, mais je pense que les deux unités vont avoir l'équivalence sur leur verset, justement de la rune de force activée. Ensuite il va avoir un sort qui s'appelle Fureur concentrée, qui va passer sur du 5, mais qui va avoir plus de si lui-même est en mêlée pour lui donner frappe en premier. Je pense que c'est un très très bon héros, surtout pour la Hero Hammer, ou alors dans un build de Vanari. Déjà, dans la description de sa règle qui buff les Vanari,
pour l'instant tel que c'est écrit, c'est toutes les unités Vanari entièrement à 12 de lui, dont lui-même, ont l'occurrence de son buff d'avoir la rune de force inscrite dans le verset guerrier pour les besoins du War Scroll. Tant que c'est écrit comme ça, tout le monde, Vanari entièrement à 12 de lui, est buffé. En plus, il n'y a pas écrit autre unité, donc il se buff lui-même. Ok, tant mieux, ça peut être pas mal, peut-être que ça va être faqué, je sais pas. Par contre, quand on voit son châssis, déjà il tape très très fort, surtout en charge, il a quand même 7 patates en tout, en dégâts 3, à la charge. Derrière, il se met Strike First, sur du 5, et s'il est en mêlée, il se met Strike First sur du 3, donc attaque en premier sur du 3. Alors regarde, on n'avait pas vu qu'on avait une rune, si elle était buffée, la rune de force. Si elle était buffée, tu peux avoir repli et charge. Donc du coup, tu peux caster le spell pour avoir attaque en premier en étant au combat, avoir la rune de force buffée pour faire repli charge et du coup remettre des patates à, enfin 7 patates à dégâts 3 dans la tronche du gars. Et attention, on rappelle que Teclis, il connaît les spells des unités amies. Donc du coup, Teclis peut se mettre un strike first sur du 5 ou s'il est déjà au corps à corps sur du 3, il a déjà plus 1 pour lancer les spells. Bon, même si tu fais du blast. Et encore, Mila, je te rappelle que tu as une formation qui permet d'activer les unités 2 par 2. Exactement. Donc du coup, en fait, t'as plein de champs des possibles avec lui. Donc tu peux avoir un Teclis qui strike first qui tape quand même plutôt fort, lui qui strike first qui tape quand même plutôt fort. Le bénéficiant de ce spell, s'il est en mêlée, il a une rune, dépendamment de comment tu as passé tes runes pendant la baston, il peut avoir repli et charge. Wow, c'est très très fort. Il coûte 250 points dans une Hero Hammer, il se vaut totalement. Et dans un build de Vanari aussi, il se vaut totalement. Version générique 150 points, la version d'à côté. Alors, il a une relance des charges pour les luminettes amis entièrement à 6. Entièrement à 6, c'est pas beaucoup. Et une fois par bataille, il peut se mettre à lui plus un touche et moins un touche aux unités ennemies pour le tour. Pour 150 points, je suis désolé, je préfère prendre 100 points de plus et prendre l'Irior qui buff les Vanari, clairement. Après, c'est une unité qui peut être un bon réceptacle pour le Tredco qui dit eh bah, toi, tu seras une cible en plus en tant que héros des runes. Donc ça se prend, quitte à prendre des héros qui sont génériques, c'est pas lui que je prendrais, et quitte à prendre un héros de ce type de châssis là, je prendrais l'Irior. On enchaîne les amis avec la seule nouveauté. C'est vrai que dans la critique de ce Battle Tome on n'a pas dit, mais je pense que les mecs n'avaient pas besoin de nouveautés. Ils ont eu comme seule nouveauté donc ce petit monsieur par contre qui est beaucoup trop cool en termes de modélisme, puisque donc le Seigneur Régent Vanari, vous allez pouvoir le mettre soit comme il est présenté ici, soit en version bouclier pour encore mieux rejoindre justement tes petits packs de lanciers ou autres. Ici il est à 110 points. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur ? Alors lui il est très cool parce qu'il donne 3D en plus pour le ralliement. Il y a d'autres gens qui font ça, mais là où il est très sympathique, c'est qu'il se combine bien avec les Warden, donc les lanciers Vanari. Pourquoi ? À n'importe quelle phase de mêlée, une fois par tour, vous allez choper une unité de lancier entièrement à 12 de lui et une unité ennemie à 3 pas des lanciers. Et vous allez en gros faire exactement la même règle que les Hard Boys. Vous allez jeter autant de dés que vous avez de lanciers dans l'unité que vous avez choisie et infliger pour chaque 5+, une blessure mortelle à l'unité en mêlée avec vos lanciers. Donc c'est plutôt cool, vous débloquez une fois par tour la règle des Hard Boys, donc de faire des blessures mortelles. Si vous avez en gros 20 lanciers avec cette unité de héros, bah, vous faites 7 blessures mortelles en statistique sur une unité ennemie, qu'elle est chargée ou pas, donc ça c'est cool, vous n'avez pas besoin d'avoir une unité qui a chargé en face, et vous pouvez charger et faire ces blessures mortelles en face, donc c'est plutôt cool. Pour 110 points c'est sympathique, dans un build full Vanari, why not. Maintenant il y a d'autres héros qui sont très cool, comme par exemple Illumineur Sinari, beaucoup plus cher, premier sorcier de niveau 2 qui n'est pas un dieu, qu'on voit, 180 points papa. C'est un Sinari, donc il va pouvoir être buffé par des Blade Lords qu'on va voir plus tard. Là où c'est cool, c'est que à chaque fois qu'il va utiliser une aptitude de sort illimitée, sur 4+, il va pouvoir repasser le même sort, comme s'il ne l'avait pas déjà passé, et ça ne comptera pas en fait dans les 2 sorts qu'il peut passer, donc ça c'est cool. Je rappelle qu'on a des sorts illimités qui font toucher que sur du 4 minimum, ou qui dégradent la perforation, ou alors n'importe quel sort du domaine si vous prenez la bonne formation de bataille. Et en plus de ça, il a aussi un sort illimité qui lui empêche sur une unité Luminette Realmlords de subir les touches critiques. Quoi dire de plus ? Dire de plus Tu fais des 6, ne sois pas heureux. Voilà. Alors tu toucheras que sur du 4. Tu auras -1 pour blesser. À la place tu auras -1 pour toucher. Et en plus de ça, à mon avis, je suis désolé, tu vas avoir -1 à la perf. Et tu n'auras pas de critique. Tu vas taper comme un petit gobelin, une petite moule, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il est très très fort, c'est un très bon réceptacle d'artefacts. Très bon réceptacle de Tredco. Teclis qui connaît ce sort là.
bah, c'est horrible. Donc, ouais, c'est un très très bon héros, même pour 180 points. Yes. Ensuite, on va avoir le cherche-savoir Sinari. Alors, c'est un héros qui a toujours eu l'habitude de se téléporter dès la phase de déploiement. Il le fait ici, et en plus de ça, une fois par bataille, à votre phase de mouvement, vous allez choisir un décor. Ce décor va être buffé et va buffer les casters amis ou ennemis à 3 pas qui auront +1 en jet de lancement de sort. Un peu anecdotique, mais peut-être avec Teclis plus lui, vous allez, avec la Silver Wand, avoir des +3, des +4. Enjaillez-vous, les gars. Donc voilà. Il coûte 140 points, un peu cher pour ce qu'il fait. C'est pas celui que vous prendrez directement. On va terminer avec les personnages Sinari, avec la calligraphe Sinari qui était à 130 points. Aptitude très intéressante, puisque une fois par bataille, au début d'un round où vous allez déclencher justement l'inscription d'une rune sur votre verset, là vous allez pouvoir changer un des versets déjà écrits, donc précédemment, par un des 4 parmi force, fleuve, montagne ou vent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi et comment ça marche alors ? Alors, c'est hyper intéressant et je pense que dans beaucoup de builds, il va être auto-include. Pourquoi ? Imaginons, vous jouez un build de Vanari, vous voulez avoir dès le tour 4 des touches critiques sur du 5+, grâce à Teclis, parce qu'il va déjà vous mettre une rune en plus. Et bah, dans cette histoire-là, vous vous dites, ah, c'est un peu dommage de devoir obligatoirement mettre les 4 runes d'un coup pour aller choper peut-être même dès le T4 la rune du Zénith. Sauf qu'en fait, lui vous permet d'avoir 2 runes identiques jusqu'au T4, parce qu'ensuite, vous aurez vos buffs, par exemple 2 fois la rune de montagne parce que vous voulez tanker. Et au T4, vous allez dire, bah non seulement je vais mettre la rune du Zénith, mais je vais changer une des 2 occurrences de la rune de montagne dans la rune que j'ai pas prise durant la bataille pour avoir le buff ultime de la rune du Zénith. C'est hyper fort. Et puis même, si vous jouez dans un build, par exemple full tanking, où vous avez fait que du stacking de runes de montagne, et vous allez prendre une rune, je sais pas n'importe laquelle, le fleuve ou la force, et bah vous allez changer une des runes de montagne. Et hop, plus un bless. Et là, plus un bless, ou plus un perf anti-charge, ou n'importe quelle autre rune que vous allez vouloir choisir. Vous avez une autre ressource pour vous dépêtrer d'une situation relou, pour prendre votre adversaire à contre-pied. Il coûte 130 points. Avec Teclis, le fait de rajouter une rune et maintenant d'en changer une. J'ai pas précisé, bien évidemment, il est sorcier niveau 1. Il En est pas plus- que pour ça, bien évidemment. En plus, très bon réceptacle de traits de commandement, très bon réceptacle d'artefacts. Mais faites-vous plaisir, les gars, prenez-le. Une par contre qui va être un petit peu plus dure, même si son aptitude est très forte, Oui, hein, oui. n'importe où elle serait très forte, mais voilà, c'est la Catalar Sinari. Elle coûte aussi 130 points, elle est aussi sorcière de niveau 1. Par contre, sa seule aptitude, c'est qu'elle va pouvoir, à la phase de héros, choisir une unité ennemie visible à 18 de lui, jeter un dé sur un 3+, dire qu'elle ne pourra pas recevoir d'ordre. Pour 130 points, c'est un peu cher juste pour ça. Pourquoi ? Parce que j'aurais préféré prendre ce 3+, le mettre sur Eltarion et mettre sa capacité auto. Parce qu'en plus c'est visible, donc au moins comme ça c'est fait, tu payes 130 points pour ça. Bon, et je pense pas qu'on va l'avoir très souvent, c'est la seule unité luminette qui a une sauvegarde à 6, ce qui est normal parce qu'elle est juste drapée, elle a pas d'armure. Ouais, je pense qu'on la verra pas autant qu'avant. Bon, on l'a joué pendant, quand l'armée était sortie, mais il y avait qu'elle d'ailleurs. Voilà. Elle était pétée. Exactement. Elle faisait pleurer ses adversaires, littéralement. Elle pleurait elle-même, mais c'était toi qui versais Ouais, les larmes. Ensuite, on va avoir le Banray Brutter Vanari, qui est à 110 points. Alors, deuxième occurrence de TG les règles, on joue comme on veut. C'est la seule unité de AOS qui te dit, alors entièrement à 12 de lui, qui te dit, même si tu es au combat, les unités amies peuvent utiliser le ralliement. C'est fort. Alors, en fait, c'est bizarrement fort dans le sens où, globalement, comme il n'y a aucun mot-clé sur le fait que ça serait du Vanari uniquement, parce que c'est le premier héros Vanari qu'on voit, en l'occurrence, vous venez de voir qu'on peut avoir des runes de -1 bless, on peut avoir des protections à 5, et en plus, on peut faire des ralliements maintenant en mêlée. Ouais. Ça fait vraiment un stacking grec, parce que là, on se dit, ouais, c'est cool, sur des Vanari, on va ramener des figurines qui ont une sauvegarde à 4. Ouais, enfin, quand tu fais ça sur la montagne, ça fait moins rire, quoi. Ouais, bah oui, bah du coup en fait, t'as pas besoin de faire d'efforts quoi. T'as pas besoin de te dire, ok, donc là, je vais quand même prendre l'artefact pour téléporter en dehors, sauf que c'est en phase de héros, donc tu vas attendre le prochain tour. Je vais apprendre la rune de retreat et charge pour pouvoir sauvegarder le temps d'un tour et ensuite faire un rallye. Non, là c'est juste, bah je vais rallier. Tu m'as pas tué, je vais rallier. Je trouve ça très cohérent parce qu'encore une fois, le game design des elfes dans beaucoup de jeux et surtout des jeux de Game Workshop, c'est toujours entre guillemets la polyvalence de spécificité dépendamment des figurines que tu choisis. Là, ça fait quand même beaucoup d'œufs dans un panier. Hein. Ça est le syndrome de l'Eldar, on appelle ça. Non, mais vraiment. Là, on rentre dans le vrai syndrome de l'Eldar quand même. Alors encore une fois, il y a beaucoup d'unités qui sont intéressantes, ne serait-ce que chez les héros. Donc déjà, la Hero Hammer est très forte. Il y a quand même des bons petits coups en point par-ci par-là. Il va falloir jongler avec les héros que tu vas vouloir jouer.
Mais même juste avec 1 ou 2 ou 3 héros, t'es déjà pas mal. Hein. Tu prends Teclis et lui, t'es pas mal. Tu prends Teclis et le calligraphe, t'es déjà pas mal. Le reste, après, tu peux te charger du corps à corps et de la prise au jour. On enchaîne ensuite donc avec l'unité signature des Vanari, c'est-à-dire les lanciers, les gardes auréliens Vanari, jouables à 10 à 120 points, 12 points le body, bouge de 6 bien évidemment, c'est un elfe, 1 point de vie, sauvegarde à 4, 2 attaques en 3+, 4+, sans reine, dégâts 1, mais anti-charge, perf plus 1, et aussi crit mortel bien évidemment. On rappelle que c'était des lames solaires ouais, qu'ils avaient, et eux vont aussi avoir, alors pareil, c'est particulier, attaque anticipée. Globalement, s'ils reçoivent une charge, l'adversaire n'aura jamais le bonus s'il a 2 charges plus 1 dégât. Donc ça veut dire qu'ils viennent juste de contrer toutes les caves du jeu. Tu contres toutes les cavaleries du jeu. Ça, c'est une capacité que tu trouves ailleurs. Mais c'est souvent sur du 2+, 3+, sur un sort, sur un debuff. Là, c'est le build. Hein. Là, c'est juste, ouais, on l'a. On est né avec, c'est les gènes, voilà. Bah, tu le combines avec... En fait, pour 240 plus 110 points, t'as une unité de 20 mecs qui peuvent être en ward à 5, moins 1 pour blesser, sans PC d'alloué, hein, t'as pas pris de plus un save et compagnie. Derrière, tu vas être plus un perf anti-charge de base, tu vas faire des crits mortels, donc tu vas être encore plus létal au tour 5, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est quand même plutôt sympathique, et tu vas faire 7 BM par tour, par phase de combat, avec le petit héros à côté. Moi je suis désolé, c'est une très très bonne unité de défense, c'est un très bon cordon, même par 10, faut les sortir. Tu fous ça contre une liste full cavalerie, bah le cavalier il te regarde, il dit bah on va changer de table. Ouais. Je vais sur la table d'à côté, c'est plus sympathique. Ah, c'est compliqué hein. Ah bah, c'est une très très bonne unité, donc rien à dire. Hein. Bravo Games, vous avez écrit une unité non seulement charismatique, mais compliqué à sortir quoi. On continue les autres unités. Alors c'est rigolo, on est page 65 pour les personnes qui suivent la chaîne depuis très longtemps. Il y avait toujours la page, je crois que c'était 81. 89, quelque chose comme ça. Il y avait The Page. Il y avait les pages pétées. Bah, c'était celle-là à l'époque. Ça a été complètement assaini par Game Workshop. On va donc parler des sentinelles, c'est-à-dire des archers luminettes. On est à 140 points les 10. 2 tirs par modèle, 3+, 4+, perf moins 1, dégâts 1. On n'est plus en crête mortelle, on est en crit de blesse auto, ce qui change et ce qui a assaini complètement cette unité-là. Et derrière, eux vont avoir 2 modes de tir, potentiellement le fait de pouvoir faire des tirs en cloche, d'avoir moins 1 pour toucher, mais plus 6 à la portée. Oh, ils les ont calmés. Ils avaient traumatisé le monde quand ils étaient sortis. Le Lambent Light et tout, pour ceux qui connaissent, c'était horrible. J'en ai 60. Enfin, ouais, ça, tu m'étonnes, tiens. Ils sont là. Arrête, j'en ai encore des sueurs froides. Mais du coup, là, ils les ont bien calmés. C'est une bonne unité de tir, c'est pas non plus hardcore. Leur capacité de tirer en cloche, d'avoir plus 6 pas pour moins 1 touche, honnêtement, t'as déjà des trucs avec les runes et compagnie, les mouvements de 5 avec le spell pour pouvoir exporter ton mouvement. T'as rien qui te met de malus si t'as bougé, donc je vois pas. Attends, moi, je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, est-ce que t'as envie de jouer des sentinelles quand tu joues Luminette quand tu blesses à 4, quoi qu'il arrive? Non. C'est ma dernière. Non, c'est vrai. Honnêtement, ils ont tué l'unité pour moi. Et ce qui est très sain, enfin, le tir à ouest, c'est parce qu'il crée la saveur. L'unité est pas morte, c'est juste que les autres sont trop vivantes. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va avoir la balise pour 20 points de moins, qui elle est à 120 points. Ouais, ils ont gagné une attaque au tir, ils sont bons contre les monstres, ils gagnent de la portée s'ils sont entièrement à 12 des archers, et ils peuvent mettre un strike last s'ils ont visé la même unité avec toute leur attaque sur un 3+. Bon. Ça va. Ça va. Passons à ce qui fait plaisir. Enfin, je sais pas si ça va faire plaisir. Ça. Les maîtres des lames, les duellistes avec leurs doubles épées. Là, on est à 150 points les 5. On a 2 PV par tête de pipe, sauvegarde à 4, 3 attaques en 3, 4, moins 1, 1. Crit mortel. La capacité de cette unité, c'est que par occurrence de runes de force utilisées sur votre verset, vous allez avoir plus un PA. On se rappelle de Lyrior qui fait compter aux unités Vanari comme s'ils avaient déjà une supplémentaire rune de force dans leur verset guerrier. Au T1, tu prends la rune de force et t'as Lyrior. Donc ça fait comme 2 runes de force supplémentaires. Donc tu passes Reine-3 à la ronde 1. Ronde 2, tu reprends la rune de force. Donc là tu passes à Reine-4. Oh, et t'as Teclis. Donc tu rajoutes une rune de force. Tu as conscience que tu peux remonter à Reine-7 des trucs. Je sais pas si je l'ai dit dans ce BT Review, mais on en a parlé avant. C'est une armée, quoi qu'il arrive, anti-élite, parce que tu tankes trop pour de l'élite et tu peux défourailler de l'élite avec ce genre de capacité. Qu'est-ce qu'un Archaon va faire? Tu vas faire quoi? J'ai de la blessure mortelle, tu peux passer en crit de 5. Il va faire plus un save, mais il va tanker à 6, tu vois. Ouais, merci. C'était bien, merci d'avoir dépensé 800 points. Ça coûte 150 points.
En plus de ça, ils économisent une rune de montagne pour avoir la protection à 5 parce que tu as juste un Scinari à mettre à côté entièrement à 3 pas 2 pour avoir la protection à 5. Donc, excuse-moi de te le dire, mais cette unité-là, en vrai, si tu fais les stats, tu fais pas tant de dégâts que ça. Dès que tu vas avoir plus que 20 PV, ça va être compliqué. Mais le mec qui va avoir un gros héros à 15-20 PV, qui est The Unit, le Catacross, le Archaon et compagnie du jeu, et tu vas te faire exploser la tronche. T'as une unité qui te fait ça, imagine t'en as deux, tu prends la formation de bataille qui te fait taper 2 fois. Bah merci beaucoup, c'était gentil de passer, au revoir. Là, globalement, tu fais beaucoup de Theorycraft dans le sens où oui, c'est vrai que si on aligne toutes les planètes, ça fera ça. Est-ce que, si on réfléchit, est-ce que réellement c'est une unité qui est problématique? On est à 150 points les 5, ça veut dire que tu vas être au moins sur un paquet de 10, donc 300 points. Si tu en veux 2 pour débloquer 600. tout ça, t'es à 600 points. Et tu vas spam. Alors, t'es pas obligé d'être con et d'aller à Rennes -7. Hein. Ça veut dire que globalement, tu vas faire 2 tours de runes de force parce que t'as Teclis et t'as le personnage qui va te permettre de changer une des runes de force. Comme ça, globalement, ça t'a pas coûté si cher que ça sur le reste des runes. Bah, avec Lyrior et Teclis, tu peux choisir une rune de force supplémentaire au T2. T'es à 1500 hein, pour ces 4 unités. Ouais, mais derrière, tu fais que du cordon. Et par exemple, tu peux te retrouver dans une occurrence où tu temporises pendant les quelques premiers tours. Tu gardes une rune de force avec Teclis juste dans un coin. Et avec Lyrior, tu as déjà une rune de force d'économiser. Déjà, rien qu'au T2, tu arrives Rennes -4. Juste en ayant pris une fois la rune de force dans ton verset guerrier. Et au T2, tu peux commencer à prendre la rune de protection pour avoir Ward à 5 et -1 pour blesser. Si par exemple, tu avais pris la rune de fleuve un peu avant, c'est déjà très fort. Et en plus, tu n'as pas forcément besoin de prendre les runes de force tout de suite en premier. Parce que tu n'as pas besoin, comme tu l'as dit, d'une reine -4 directement. Mais tu peux temporiser, les faire tanker, les faire avancer vite. Et au moment où tu as envie d'enclencher, tu as déjà Teclis qui t'a donné une rune de force et tu as Lyrior qui est à côté qui leur donne une autre rune de force. Ah, excuse-moi. Pour clôturer ce débat sur est-ce que cette unité est trop forte ou pas, globalement, et c'est là où j'en viens à ton discours de début de vidéo, c'est que globalement, quelqu'un qui va anticiper sa game et garder ces 10 modèles-là pour le T4, en effet, va tellement aligner ses planètes avec d'autres choses pour toi, faire de la misdirection, pour te faire croire que le flanc là-bas et ainsi de suite, mais c'est là où il va synergiser dessus et c'est vrai que ça va être assez jouissif. Voilà, et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que tu peux en jouer 2 packs de 10, je pense que c'est trop, bien évidemment. C'est juste que si tu as envie d'être un bourrin, tu le peux. Et la personne qui travaille son match-up aura toujours 15 moves d'avance par rapport à son adversaire. Et comme tu l'as dit, tu peux guider ton adversaire vers un leurre et ensuite lui dire en fait, c'est pour ce moment que j'ai prévu tout ça. Tadam! Et en fait, t'as l'impression de jouer Zinch. Ah, tu veux dire qu'attends, tu peux faire un truc un peu chelou comme ça à ton adversaire ou non, tu vas faire. Maintenant. C'est celui-là. Comme dans Yu-Gi-Oh! Où tu tires la carte. Voilà, ça y est, on y est. On va terminer avec les Vanari, avec les Chevaucheurs, le vent. On est à 180 points, les 5 pour de la cave, qui va avoir 3 PV, mouvement de 14, sauvegarde à 4, 2 attaques par modèle en dégâts 1, mais qui va passer dégâts 2 avec le crit mortel et le plus 1 dégâts en charge. Et en petite aptitude, ils vont aussi avoir le plus 1 reine quand ils vont charger. Alors, on va prendre les coups en points. C'est 180 points. Ils font à peu près la même chose que des Chevaliers du Chaos pour 70 points en moins. Il y a les runes qui se stackent et compagnie, donc c'est plutôt efficace. Comme les Blade Lords, c'est une unité qui va être très très bonne, soit sur de l'élite, soit sur des pavés à 20 PV. Quand tu vas avoir des gros pavés de 30-40 PV, c'est vrai que là ça va être plus compliqué. C'est une très bonne cavalerie. Elle a été quand même un petit peu nerfée et c'est cool parce qu'avant elle avait une sauvegarde à 3, là elle a une sauvegarde à 4. Ils ont enlevé le côté frustrant des blessures mortelles que tu fais sur l'infanterie, que tu retrouves maintenant dans un régiment de renom qui les concerne. Donc ça, c'est très bien de la part de Games Workshop. C'est une bonne unité pour 180 points. C'est un très bon cordon aussi. On peut faire une armée full cavalerie qui va pas non plus être hyper efficace contre tout le monde. Mais même une unité de 5 est plutôt cool. Une unité de 10 aussi, combinée avec des Blade Lords contre de l'élite, c'est très fort. Honnêtement, je trouve que celui-là est plutôt bien pricé. Peut-être qu'il va rendre d'autres unités de cavalerie assez jalouses de par le fait que, par exemple, les Chevaliers du Chaos font pareil pour 70 points de plus. On a fait le tour des Vanari, on va maintenant passer à l'unité unique du domaine du temple du fleuve, de l'eau, puisqu'en fait ça n'est pas encore couvert, donc là c'est la seule unité Warcry, les lames hydriennes, si tu peux nous en parler un petit peu. Alors ils ont un peu de tir, ça tape pas très fort au corps à corps, ça bouge de 7, donc c'est assez sympathique. C'est une unité qui avant était iconique parce qu'elle
se téléporter n'importe où sur le champ de bataille et elle bougeait très rapidement avec son mouvement de 2d6 en phase de combat. Elle a gardé son mouvement de 2d6 en phase de combat avec des restrictions, rester en mêlée et compagnie. Par contre, elle a eu un petit debuff sur sa capacité de téléportation. Maintenant, quand elle se téléporte, elle doit se téléporter sur les bords entièrement à 6 d'un bord du champ de bataille. Si vous voulez récupérer son ancienne capacité, c'est-à-dire n'importe où sur le champ de bataille pour la téléportation, il y a plus de 9 d'unités ennemies, il faut avoir une occurrence de la rune du fleuve. Donc ça c'est cool. Elle coûte 140 points. En vrai, pour un petit cordon, pour de la prise d'objectif, pour accomplir des petites tactiques, elle se prend. Il y a d'autres unités à prendre. Peut-être qu'elle devrait coûter peut-être 10 points de moins. Mais encore, je suis assez dubitatif là-dessus. C'est une unité sympathique et en plus elle est très belle. Les amis, on change de salle, on change d'ambiance. On va passer du côté de la montagne. On commence bien évidemment par le roi cœur de pierre, c'est-à-dire le roi fucking Avalénor. Il est à 420 points papa. Maintenant il a 16 PF sauvegarde à 3 plus tous les mécanismes qu'on a déjà vus par rapport aux aptitudes de l'armée. Est-ce que tu peux nous parler de l'aptitude de la montagne et de ce qu'il va faire? Alors déjà, il tape comme un sourd. Il a quand même 6 attaques en 4-2. Donc un monstre, Rennes -2, dégâts 4. Il a un bon petit tir aussi qui est sympathique, mais là où c'est fort, c'est que, tout comme Nirior, il va avoir l'occurrence de buffer les unités autour de lui et lui-même par rapport à la rune de la montagne, c'est-à-dire toutes les unités Alarit entièrement à 12 de lui, dont lui-même, vont bénéficier d'une rune de montagne supplémentaire pour ce qui concerne leur charte d'unité, et en plus de ça, s'ils sont la cible d'une rune, ça va être compté comme si ils avaient déjà une rune de montagne pour buffer la rune qui a été activée pour eux. Là où c'est fort, c'est qu'il a plus une attaque pour chaque occurrence de rune de la montagne sur votre verset guerrier. Donc déjà lui-même il s'en donne une. Si vous prenez la rune de la montagne, c'est une deuxième. Attends, on va compter avec les doigts. De base, il a 6 attaques, plus une de base, comme tu viens de nous le dire. Ça fait 7. Si tu prends la rune de la montagne au T1, ça fait 8. On rappelle que la rune de la montagne, elle te fait quoi? Elle te fait protection à 5. Je te disais, par exemple, au T1, tu peux prendre la rune du fleuve pour mettre -2 en charge. Et ensuite, derrière, tu prends la rune de la montagne pour te mettre protection à 5, -1 pour blesser. Donc là, tu vas avoir Avalénor, 16 PV, Sève à 3, Ward à 5, -1 pour blesser. Oh, t'as un petit éclisse qui te dit tu touches que sur du 4. Oh, t'as un petit éclisse qui te dit t'as -1 perf. Oh, t'as un petit éclisse qui te dit, tu sais, comme il y a le bon sorcier à côté, maintenant tu n'as plus de critique. Tu fais quoi contre lui? Ouais. Tu fais quoi contre... Et en plus de ça, s'il n'a pas chargé, il a un saccage qui est très cool, mais qui est un peu écrit bizarrement. Si tu n'as pas chargé, tu prends une unité ennemie sur 3+, cette unité ennemie doit attaquer que sur Avalénor avec toutes les figurines qui sont à 3 pas d'Avalénor. C'est un bon garde-fou, mais ils ont oublié le fait de dire que Avalénor doit être la cible du Piline. Parce que du coup, dans ce cas-là, moi je peux me contenter d'engager ailleurs et d'avoir juste une ou deux figurines qui tapent dans Avalénor. Exactement, on rappelle que les mécanismes d'Age of Sigmar, c'est que vous allez choisir la cible de votre corps à corps et vous ne pourrez jamais sortir de portée de mêlée de toutes les unités avec lesquelles vous étiez au début de l'activation, mais vous pouvez quand même vous en éloigner tant que vous laissez un modèle à portée de 3 pouces d'Avalénor. C'est très bien, parce qu'honnêtement, ça serait un petit peu, je trouve, abusé de pouvoir faire ça. Je rappelle aussi qu'il y a un personnage qui permet de faire des ralliements en mêlée. Donc ça veut dire que quand vous avez toutes les synergies qui sont données par Miladin et que vous avez ce mec et qui compte quand même pour 5, qui va taper avec 8 attaques, qui va stacker blablabla, et en plus il va pouvoir récupérer des PV. Et en fait, là, je disais, il y a des armées Vanari où tu vas vouloir avoir les 4 runes pour dès le T4, avoir la rune du Zénith. Là, t'as pas besoin de rune du Zénith, il crit pas. Donc, tu peux littéralement stacker ou combiner des trucs pour buffer la rune de la montagne. T'es bien. Tu peux arriver littéralement à 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec tes clisses, 7 avec le truc de base dans son War Scroll, attaque supplémentaire à la fin de la bataille sur Avalénor. C'est la seule occurrence dans ce BT avec les petites vachettes, enfin ces versions non nommées, où tu peux déglinguer plus que 20 PV en un tour. Je sais pas quoi dire, c'est violent. C'est encore une fois mettre beaucoup d'œufs dans le même panier, mais c'est un panier qui est dégâts flat 4. Ouais. Donc en tout cas, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. Drôle. Et à voir encore une fois comment est-ce que les joueurs vont décider de saupoudrer ces petits bonus. Mais ça a le mérite en tout cas d'être un vrai battle tome de combo aussi pour la montagne. On continue avec le lit hommage à Alarit qui lui est à 140. 130 points. 130 points. Alors lui, il est très sympathique. Pourquoi? Parce que si vous voulez jouer une armée à thème vraiment de la montagne, donc les Alarites, lui, il va booster les Stone Guard, donc les elfes avec les grosses massues. Qu'est-ce qu'il fait? À la phase de combat, il va choisir une unité Alarite et il va lui dire
d'un côté, tu ne peux pas faire de mouvement d'engagement parce qu'en fait, il se pétrifie. Mais de l'autre côté, tu vas gagner +1 à ta perforation. Sachant que les Alarites ont un assez bon profil au corps à corps, ça commence à être compliqué d'affronter tout le domaine de la montagne. En plus de ça, il a un spell sur du 7 qui est assez drôle, surtout si tu as Teclis à côté pour le passer. Tu choisis un pion objectif à 18, donc c'est sur du 7. Toutes les unités, amis ou ennemis, donc attention, ça peut être très suicidaire, amis ou ennemis qui font un mouvement en contestant l'objectif, mais qui n'ont pas le mot-clé vol, vont prendre des blessures mortelles. Sachant que toi, tu vas avoir des protections à 5, ton adversaire peut-être pas. En gros, tu dis, ouais, c'est pas grave, nous on va survivre. Toi, par contre, tu vas prendre tes D6 dégâts avec le prout de Teclis. Par exemple, ouais, tu commences à décharger des blessures mortelles à gogo, ça commence à faire mal quand même. Hein. Yes, après encore une fois, est-ce que tu auras tes 130 points pour ce mec? Il est pas obligatoire, clairement, mais il est amusant. Mais tu vois, ce qui est trop drôle, et on en parlait en off, c'est... Ouais, mais si jamais tu joues lui et Teclis connaît son sort. Donc en fait, t'as envie d'avoir cette taxe de 130 points. Il commence à avoir beaucoup de taxes. Ouais. Mais on s'en fiche, c'est fun. C'est-à-dire que si tu cherches pas l'optimisation, que tu cherches de la rejouabilité, bah peut-être que tu iras pas chercher le mec qui fait des ralliements en mêlée, mais que tu iras chercher lui. Parce que finalement, oui, mais comme ça, Teclis peut faire des 6 mortels sur un objectif. C'est fun. Enfin, tu vois... D6 plus D3. Voilà, tiens, merci beaucoup. Non, mais c'est cool, hein. Et tu rajoutes la rune de pétrification, t'as D3 en plus. Voilà, merci beaucoup. Ça fait D3 et D6. C'était bien. Hein. Mais ça montre à quel point il y a une profondeur et un stacking de règles aussi potentielles et que ça donne envie, parce que sans même aller chercher l'optimisation, c'est possible. On passe maintenant à l'esprit de la montagne générique. Alors lui aussi, c'est un gros ton. Il coûte 340 points. Pareil, il a la même règle qu'Avalénor, c'est-à-dire il gagne une attaque pour chaque occurrence de la rune de la montagne. Il est buffé aussi par la capacité d'Avalénor qui fait que toutes les unités Alarites, de la façon dont c'est écrit en tout cas, vont avoir une autre occurrence. Je précise, il est buffé par Avalénor, il n'a pas cette aptitude. C'est ça, donc il va combiner le buff d'Avalénor s'il y a Avalénor à côté, mais sur son War Scroll il a déjà de base plus une attaque pour chaque occurrence de la rune de montagne. Lui est dégâts 5. Il a 2 attaques en moins de base, mais il est dégâts 5, donc il fait hyper mal. Donc lui il a un très très bon saccage. Pourquoi ? Parce que tu prends une unité qui est en mêlée avec lui, tu lui fais sur 2+, des 3 blessures mortelles. Ok, donc si tu fais 1 ou 2, t'as 0. Si tu fais 3 ou 4, ça te fait 2. Et si tu fais 5 ou 6, ça te fait 3 blessures mortelles infligées. Sauf que tu ajoutes 2 à charger si le mec en face il a chargé. Donc si tu fais 1 ou 2, ça fait 0 plus 2, ça fait 2 BM. Et si tu fais 3 ou 4, ça fait 2 plus 2, ça fait 4 blessures mortelles. Si tu fais 5 ou 6, ça fait 3 plus 2, 5 blessures mortelles. Donc t'es rentré dans un gars qui est quasiment intuable, qui va te taper hyper fort et qui avant ça peut te faire 5 blessures mortelles, si ce n'est 2 minimum. Vas-y, fonce-lui dessus, tu vas voir ce qui va t'arriver. La trempe qui va te mettre. Pour 340 points, combiné avec 420 points d'Avalénor, bah en fait, tu peux avoir des listes où tu as Teclis, Avalénor et une vachette, et ça suffit très clairement, et tu builds un peu à côté. Franchement, c'est hyper stylé. On est d'accord. On va maintenant d'ailleurs passer à l'unité phare, entre guillemets, de la montagne, c'est-à-dire les gars de base, donc les lithogardes Alarites. Ils sont à 130 points. Les 5, ils bougent de 5. C'est à la fois lent mais rapide quand même pour ces profils-là. Après, t'as des trucs pour buffer le mouvement. T'as le mouvement de 5, le prénom, bien sûr. T'as plein de trucs. 2 attaques en 3+, moins 1, 2. Eux, c'est intéressant puisque tant que vous avez au moins 2 occurrences de runes de la montagne sur votre verset guerrière, vous allez avoir une sauvegarde à 3+. Attention, il faut que ça soit sur le verset, ça veut dire qu'eux n'ont même pas besoin d'être ciblés par la rune. Bah, c'est très fort. Pour 260 points, tu as 20 PV, en save à 3, potentiellement ward à 5, si t'as bien comboté en +1 perf anti-charge, en -1 pour être blessé. Si tu passes les bons sorts, tu les touches que sur du 4, tu n'as pas de crit, t'as -1 pour la rent. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? C'est hyper fort. Et en plus, c'est une unité qui est hyper charismatique. C'est les premiers elfes à marteau de l'histoire de la Medieval Fantasy. Donc honnêtement, très très cool. Tu peux littéralement jouer que de ça avec tes clis et des bons petits trucs à côté. Justement, là on a fait le tour des gars de base, on a fait le tour de la seule unité de l'eau. Là, on vient de voir les unités de la montagne. Est-ce que tu penses que c'est la branche optimisée ? Oui. En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux faire un truc full montagne, que ce soit juste des vachettes, et tu peux t'amuser avec, même sans tes clis, tu peux vraiment t'amuser avec. Tu peux faire un mix entre les vachettes et les stone guard avec des petits trucs à côté pour les buffer. Tu peux mettre tes clis dedans et ce que tu veux. Et tu peux faire un mix Vanari Alarites, qu'importe si ce sont des petits soldats à pied ou des gros monstres. Tes clis ou non dedans, qu'importe ce que tu veux, t'es bien. T'es bien, t'as un bon trait de bataille, t'as des bons spells, t'as des bons artefacts, t'as des bonnes capacités. Toutes les portes sont ouvertes, c'est magique. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Je dirais que en équipe,
tu peux t'amuser à faire quelque chose de très burné sur un type de scénario spécifique, genre peu d'objets et compagnie, où tu ne rentres littéralement pas dans le dispositif luminette. Sinon, tu vas prendre cher. Parce que tu vas rien faire. Ward à 5, moins un blaze, plus un perf anti-charge. Vas-y, rentre dedans. C'est très fort, il n'y a rien à dire. On passe maintenant du côté du vent, avec bien évidemment le seigneur du 7ème vent, Zéphyret, qui est à 340 points, 18 pouces de mouvement, 10 PV, sauvegarde à 4, protection à 5, 4 petits tirs à 15 pouces, dégâts flat 3 quand même, 6 attaques ensuite au corps à corps. Même chose, c'est-à-dire que dès qu'il va avoir une unité Hurricane entièrement à 12 pouces de lui, alors on va considérer qu'elle a une petite rune de vent en plus sur le verset. Et eux, leur capacité, c'est qu'après avoir tiré, ils vont pouvoir bouger de D6 plus 2 par verset de vent, écrit justement sur la feuille. En vrai, en unité toute seule satellite, je sais pas si tu peux faire un truc full renard, je vois pas si ce serait intéressant. Où t'as Sévirette et plein de renards avec des petites unités de kangourous à côté, pourquoi pas, parce que c'est du tir très concentré, c'est très très fort au tir, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est quand même que 4 tirs, donc c'est très concentré. Il bouge vite, c'est un très bon preneur d'objectifs, c'est un très bon tueur de petites unités de gardien de but, le simple fait de pouvoir bouger de D6 plus 2 flat, parce qu'il a sa propre capacité qui le buff lui-même, en plus des autres Hurricanes à côté, c'est très fort. Il a un saccage qui est très très bon parce qu'il inflige des blessures mortelles à 6 pas autour de lui et il donne -1 pour blesser. T'as pas besoin d'être au combat, c'est juste tiens je me suis posé là, maintenant tu prends tes BM et tu prends ton -1 pour blesser. Donc une autre occurrence de debuff. Pour 340 points, je sais pas si j'irai le chercher, sauf dans un build peut-être full vent, s'il y a un truc intéressant à faire, peut-être que c'est le cas. Honnêtement, je préférerais peut-être avoir la version non nommée. En tout cas, ça reste une figurine assez charismatique, très très belle. Il bouge hyper vite. Sa capacité de bouger de D6 plus le nombre de, plus 2 en fonction du nombre d'occurrences de vent dans votre verset guerrier, ça se fait aussi une fois que vous avez fait un tir de couverture. Donc D6 plus 2, ça fait minimum 3. Vous ajoutez 3 pas à la portée de charge de votre adversaire. Imaginez vous avez la rune du fleuve, c'est plus 2, ça fait 3 plus 2, 5. En minimum. En minimum, voilà. Sachant que vous étiez déjà à 3 pas, 3 pas plus 2, moins 2, ça fait 7. Merci beaucoup, c'était cool. Ensuite, on enchaîne avec le mage du vent Hurricane, le petit Sangoku sur son petit nuage. On est à 140 points pour un sorcier de niveau 1. Qu'est-ce qu'il fait ce petit mec ? Très sympathique avec les unités Hurricane. Donc si on a envie de faire un build full vent, lui, une fois par partie, il chope 3 unités Hurricane et il leur dit vous avez la capacité de courir, tirer et charger. Et en plus, il a un spell qui permet de téléporter une unité n'importe où sur le champ de bataille si elle n'est pas au combat. On rappelle qu'à l'époque de l'index, au tout départ, tu pouvais le faire même si tu étais au combat. Ça avait été un peu une frustration qu'il fallait faquer à la base de l'index. Ils l'ont fait, ils n'ont pas reproduit l'erreur dans le BT, donc on est plutôt content. Dans un build full Hurricane, full vent, why not ? Sinon, je vois pas trop l'intérêt du monsieur. Peut-être si t'as Teclis, mais encore une fois, est-ce que t'as forcément envie de prendre juste ce spell-là pour se téléporter ? Why not ? Ça reste 140 points, t'as mieux à faire pour 140 points dans une armée un peu plus diversifiée. Yes, tout à l'heure on a vu Zéphyret, là on passe sur justement les esprits du vent Hurricane, c'est-à-dire leur version générique, un petit peu moins tanky puisqu'ils ont que 8 PV sauvegarde à 4, 18 pouces de mouvement toujours, contrôle 5 bien évidemment, et là eux ils vont être seulement avec leurs 4 tirs dégâts flat 2, mais quand ils ciblent les monstres, ils passent dégâts flat 3. Combien ils coûtent et qu'est-ce que t'en penses ? Ils coûtent 270 points, ils sont plutôt intéressants, peut-être en combiné 2. Il y a peut-être un truc à faire en full renard, why not ? On a vu des builds comme ça. Attention, quand on commence à faire des matamers, on peut se rendre compte qu'il y a des dingueries à terre en termes de statistiques de tir. Quand tu vas te rencontrer, tu vas balancer 15 tirs sur l'armée, mais quand tu vas faire 15 tirs en 2+, 3+, moins 2, 3, ça va détendre des listes. Clairement, et vous êtes à 15 pouces, vous bougez de D6 plus 2 derrière par rune active. Donc en fait, vous allez pouvoir faire des vraies savonnettes, à mon avis. Il y a moyen de faire des refus de flanc et statistiquement de pulvériser un truc aussi fort qu'un caradron. Alors attention, le mouvement de D6 plus autant d'occurrences de la rune de vent, c'est une fois par tour. C'est pour ça que c'est pas intéressant d'avoir Sévirette et plein de renards juste pour cette capacité-là. Attention, c'est pour ça que si tu prends Sévirette, moi je prendrais Sévirette isolé dans une armée un peu plus versatile. Là où si tu prends du renard, comme ça coûte 70 points moins cher que Sévirette, pourquoi ne pas prendre du full renard avec autre chose que Sévirette en héros principal. Donc voilà. Encore une fois, on a une occurrence de une fois par tour pour enlever toutes les frustrations.
le saccage est plutôt bon. Si vous allouez un dégât ou plus à une unité ennemie à votre phase de tir avec votre arc, vous mettez frappe en dernier à une unité. On rappelle qu'il se combine aussi très bien avec la rune de la montagne, parce que avant, nos amis les gars du vent, donc Sévirette et les renards, ils avaient une sauvegarde à 5. Là, ils sont passés en sauvegarde à 4. Ils ont pris 1 ou 2 PV, il me semble, sur leur charte d'unité. Donc là, ils sont en sauvegarde à 4, ils ont déjà la protection à 5. Mais imaginons que tu leur as mis la rune du fleuve plus la rune de la montagne. Bah, en plus de la ward à 5 que tu as déjà, tu vas avoir -1 pour être blessé. Et au pire, si tu veux pas aller jusque-là pour avoir un -1 pour être blessé, bah, tu vas les buffer avec un spell. Tu peux pas les toucher sur du 1, 2 ou 3. T'as -1 à la perf. T'as pas les crits qui marchent. En plus du fait qu'ils commencent à être insaisissables, ça bouge de 18, ça tire et ça bouge. Bah, en vrai, t'as peut-être un petit truc à faire qui peut être assez frustrant à affronter, mais qui joue savonnette et qui te voilà, dans la tronche un peu de loin. Donc ça reste une unité intéressante. Il y a peut-être un truc à faire en full renard. Sinon, des renards à prendre à l'unité dans une armée assez versatile, why not, très intéressant. Yes, ensuite on va avoir tout simplement les chevaucheurs de kangourous, c'est-à-dire les chargevents Huracan. Eh ben 3 PV, save à 4, ça bouge de 14, ça tire à 12. Dès qu'ils ont 2 occurrences de la rune du vent, ils vont pouvoir avoir +6 à la portée de leur tir. Ils coûtent 140 points. C'était une unité qu'on voyait très souvent dans les listes un peu reloues où ça jouait à la savonnette et ça tirait de loin. Ils ont perdu leur capacité qui disait que tu ne pouvais pas avoir des jets de protection sur leur tir. Ils sont bons contre la cavalerie, ils sont plus imperf contre la cavalerie. Pour 140 points, c'est un bon cordon. C'est pas une unité hyper létale. C'est sympathique. Pour le modélisme aussi, c'est hyper cool. Je sais que LoL les adore. Bah, c'est pas pour ça que vous irez jouer une full vent. Je pense que si vous jouez une full vent, vous les prendrez en cordon ou alors pas du tout, et vous prendrez du renard avec peut-être Sévirette ou Teclis dans le tas. J'ai une question pour toi. Là, ils sont à 160, les 3, versus 180, les caves. Est-ce que tu penses que c'est une unité, quoi qu'il arrive, intéressante, ne serait-ce que si jamais tu veux jouer le Tarion, pour aller faire ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois ce que je veux dire? Alors, ils se combinent très bien avec le repli et charge, donc ça c'est cool. Ils ont la course et charge si le héros, enfin Sangoku avec eux. Ça se combine très bien avec Eltarion. Oui, en fait, si tu n'as pas les 180 points et que t'as que 160, si tu veux combiner avec Eltarion ou d'autres petits tricks, oui, tu les prends. Ça fait un très bon cordon aussi. Par contre, ça tape pas aussi fort que les cavaliers pour 20 points de moins. Ça fait du tir sommairement assez anecdotique, sauf si t'as de la cavalerie en face. Mais en fait, est-ce que t'as besoin d'un truc anti-cavalerie là où en fait ailleurs t'as des trucs anti-tout? Donc voilà, peut-être à 150 ça aurait été bien, 140 ça aurait été peut-être un poil pas assez cher. On va dire que tu as une meilleure cavalerie dans les Dawn Riders. Tout va se jouer au niveau des coups en points. Donc voilà, ça reste une unité sympathique quand même. On a fait le tour les amis de ce Battle Tom Review. Il nous reste à voir les armées de renom en commençant par la conclave des éléments de Thierry. Alors c'est simple, vous jouez toutes les petites castes Shaolin, donc du fleuve, de la montagne, du vent. En gros, pour vous la faire courte, ce que vous faites, c'est que vous stackez en fait des runes dans ce que vous appelez votre bibliothèque, et à un moment vous allez relâcher toutes les runes que vous avez stackées dans votre bibliothèque, ce qui va débloquer des buffs. C'est sympathique. Maintenant, c'est vrai que quand t'as les Teclis et compagnie que tu peux jouer dans une armée de base, t'as quand même bien envie de garder les élémentaires dans une armée luminette normale. Après, dans un thème en mode full élémentaire et on veut pas les militaires, why not, c'est assez drôle. En deuxième armée de renom, parce qu'il n'y en a que 2, vous allez avoir le Parangon Vanari. C'est assez rigolo, vous allez pouvoir jouer la lame d'Eltarion et que des unités Vanari bien évidemment. Et globalement, en trait de bataille, vous allez avoir des espèces d'épreuves à choisir qui vont vous donner des bonus de runes. J'ai vraiment l'impression que ça c'est destiné au narratif. Oui. Donc on vous l'affiche, mais on va pas rentrer dans le détail, parce que c'est juste beaucoup moins intéressant que la règle de base de l'armée. C'est ça, bah t'accomplis des épreuves, en fonction de l'épreuve que t'accomplis, t'as des buffs, plus de mouvement, plus un pour blesser. Et si t'as accompli 3 épreuves, à ce moment-là, tu vas avoir la protection à 5 que tu aurais déjà débloqué avec la rune de la montagne de base. Donc Vanari comme élémentaire, c'est vrai que les armées de renom sont un poil en deçà, sauf si vraiment il y a un truc en dessous qui est caché et qu'il faut vraiment appuyer avec de la pratique. Mais honnêtement, les traits de bataille luminettes de base font déjà le taf. Alors que le régiment de renom, il est assez rigolo. On va commencer par la convocation des sceaux. Globalement, vous allez pouvoir l'intégrer dans quasi toutes les armées de l'ordre, et vous allez avoir à l'intérieur justement le calligraphe Sinari, donc l'invocateur dont on a parlé tout à l'heure, et les 3 sorts persistants des luminettes. Donc ça c'est assez rigolo. Bah en fait, vous allez pouvoir invoquer les spells luminettes
Ça, c'est déjà cool. En plus de ça, bon, le calligraphe, lui, c'est celui qui change les runes. Ça va pas servir à grand-chose. Par contre, ce qui est bien, c'est que il y a un petit garde-fou qui est très bien écrit, c'est que tu as accès aux 3 Endless Spells Luminette, en plus des Endless Spells que tu vas avoir sur ta charte d'armée. Mais là où c'est bien écrit, c'est que si tu as déjà un Endless Spell Luminette sur la table, si tu en invoques un second, tu dois enlever de la table le premier Endless Spell que tu as invoqué. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à la phase de mouvement, on peut se téléporter avec le calligraphe et se remettre juste à côté d'une des manifestations. Donc ça permet de reprendre des objectifs. Si par exemple vous avancez avec la Twin Stone, ou alors vous invoquez au loin, bien loin, votre rune de pétrification et compagnie, et du coup vous vous téléportez tout de suite après, vous reprenez un objectif. C'est très sympathique. Donc pour 170 points, c'est-à-dire les 130 de base de notre ami le calligraphe, plus 40 points supplémentaires pour payer la taxe des Endless Spells, en vrai, tu peux le rentrer dans n'importe quelle armée et ça reste très sympathique. On est d'accord. Et la deuxième régiment de renom, c'est tout simplement un seigneur régent Vanari plus 5 chevaucheurs. Donc ce ne sont pas les kangourous, ce sont les cavaliers elfes à 180 de base. Et là, vous allez tout simplement pouvoir, quand vous chargez, ignorer les bonus aux sauvegardes adverses. Très très fort. Et en plus de ça, tu vas ignorer les modificateurs négatifs au mouvement, course et charge de l'unité, de toutes les unités de ce régiment de renom. Donc en fait, tu vas avoir un petit flanc dans ton armée qui va te permettre déjà de base de taper hyper fort sur l'infanterie, d'être assez autonome. On rappelle aussi que le héros sur monture, il fait relancer les jets de charge entièrement à 6 de lui, et une fois par bataille, il peut avoir moins un touche. Et plus un touche pour lui-même, enfin moins un touche contre lui et plus un touche pour lui. Donc en fait, c'est un petit flanc autonome très sympa que vous pouvez mettre dans n'importe quelle armée pour 300 et quelques points. Franchement, c'est prenable. Les amis, on a fait le tour de ce qui va faire le sel des Luminettes pour justement cette 4e édition. Moi, je trouve qu'il y a une qualité d'écriture. En fait, il y a eu un taf de malade. Maintenant, ça sonne comme étant très fort. Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors? Parce que toi, tu joues pas Luminette, tu vas les affronter. Tu vas les affronter dans un méta très très exigeant. Alors, plusieurs choses. Déjà, je trouve que la mission première, c'est de se démarquer de l'index. Mission accomplie. Bravo. Trouver un système de jeu original. C'est accompli. Bravo. Maintenant, les joueurs Luminettes vont bien s'amuser. Les tryharders, comme les nouveaux, une fois que tu as eu le mal de tête de la première lecture et de la seconde lecture, tu vas t'amuser quoi qu'il arrive. Ça va plus être du côté de l'adversaire et de tout ce qu'il y a autour du joueur Luminette en face. Déjà, en tant que joueur Luminette, vous avez, avec un BT comme ça, la responsabilité de jouer propre. Juste pour être gentil avec votre adversaire, parce que c'est très compliqué de retenir la plupart des règles. Moi, j'ai l'impression d'avoir des stratagèmes 40k en face quand je vois les possibilités entre les runes et les War Scrolls qui débloquent des runes et compagnie. Donc, n'hésitez pas à tenir la main de votre adversaire. Très sérieusement, hein. Même si on demande aussi, dans un milieu compétitif, de savoir ce qu'il y a en face, c'est vrai que là, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude. Ensuite, c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression que tu peux tout faire avec ce BT, et tout ce que tu fais avec ce BT va être très fort. En solo, je pense que tu vas facilement, pas facilement, mais très souvent avoir des joueurs Luminettes qui vont faire du 5 victoires sur 5 ou du 3 victoires sur 3 assez souvent, non pas juste par le niveau de jeu, mais par la méconnaissance adverse. Déjà, il y a ça. En équipe, ça va être un BT ou une armée que tu vas construire pour ton roster. Et ça, par contre, c'est un petit joyau. C'est pas, c'est lui qui va être le Death Star ou le gros marteau de notre roster. C'est celui qui va combler la brèche, qui prendra jamais une grosse défaite dans la tronche, mais qu'on pourra pairer sur un type de scénario ou un type d'adversaire en particulier. Ou alors, c'est notre Joker, on le perd n'importe où et il se débrouillera toujours très bien. Donc honnêtement, d'un point de vue jeu en solo, c'est peut-être un poil trop fort, mais là où c'est bien écrit, c'est que c'est sur les coups en point pour moi, où tu as besoin de mettre certains coups de marteau, 6 coups de marteau il y a à mettre. Les traits de baston sont nickel, il y a peut-être des runes qui sont peut-être trop fortes par rapport à d'autres, mais tu as plein de combos qui sont hyper cool à faire, et ingénieux. Et en équipe, je pense que les ressources que tu as en équipe en face du Luminette peuvent axer un certain style de jeu qui vont faire en sorte que en fait, le Luminette va peut-être pas tout le temps gagner. Mais c'est peut-être assez un poil trop fort quand même pour faire en sorte que le Luminette puisse pas prendre de défaite. Là où normalement, tout BT devrait pouvoir, si mal péré ou si mal joué, prendre une grosse défaite. Là, je pense que même si tu joues pas très bien, tu as tout un arsenal de possibilités qui te permet de t'en sortir.
ce qui n'est pas forcément quelque chose de normal. J'ai un peu l'impression que, on en parlait, c'est le syndrome de l'Eldar. C'est le syndrome de l'elfe. Warhammer a toujours réussi à bien buffer l'elfe. Mais encore une fois, je pense que c'est tellement bien écrit que, même si c'est très fort pendant les 3 prochains mois durant la sortie, le prochain Battle Scroll fera en sorte que ça va les calmer un peu sans trop les nerfamers. Et ça, c'est cool. Je suis parfaitement d'accord avec toi, et encore une fois, moi, on ne peut que s'incliner devant la qualité du travail d'écriture. Honnêtement, vraiment. C'est des mécanismes frais qu'on n'avait jamais vus avant. Ça va avec le style hautain des elfes. Franchement, c'est très très cool. Il y a un truc qui est important, c'est que pour l'instant, le Lumineth a l'air assez fort contre l'élite, mais a quand même de très très grosses faiblesses. Je pense au tir, notamment Ashoot, le tir de Ashoot. Si tu joues en mode vachette, t'as 2 ou 3 vachettes sur le terrain, Ashoot va se faire plaisir. Peut-être Caradron. Je pense aussi que la masse de PV, comme chez les Soulblade Gravelords, chez les Flesh Eaters, chez les Night Haunt, peut-être les Gobelins en full stabase, enfin pas full stabase, mais avec beaucoup de stabase, beaucoup de malus aussi. Du côté des Ogres, où tu as de la masse de PV, tu as de la masse de graisse à sortir du côté des Luminettes, si t'as pas beaucoup de vachettes, c'est vrai que c'est compliqué à sortir. Même le build de Vanari, quand tu vas commencer à faire des critiques sur du 5, tu vas sortir 15 PV, 18 PV. Il va falloir que tu axes ton truc sur de la double attaque, donc moins de spells efficaces. Tu vas peut-être moins sortir tes clis et compagnie. Ça a l'air d'être plus une armée contrôle anti-élite, qui est impossible à sortir au corps à corps. Mais dès que tu vas avoir des gens qui vont pouvoir accomplir leur tactique tranquillement, sans avoir à te rentrer dedans, qui ont de la rip-hop aussi, en vrai là le Lumineth va commencer à tirer la tronche. Donc c'est peut-être là où je me dis, c'est peut-être pas si fort que ça. C'est peut-être fort dans le côté, c'est un jeu de corps à corps, et ça va être très bon au corps à corps, mais dans une armée en face qui va pas avoir besoin de jouer au corps à corps, c'est vrai que Lumineth va être plus dépendant des scénarios, et c'est là où le jeu en solo, avec le hasard du solo où tu sais pas contre qui t'es pairé, et le jeu en équipe où il y a la responsabilité des pairings, fait que Lumineth n'est pas le BT le plus fort du jeu. Merci beaucoup Mila pour les pistes que tu viens de donner, entre guillemets, pour contrer, ou en tout cas quelles vont être les forces, les faiblesses, peut-être la némésis de ces armées-là. Globalement, là où je veux quand même aussi rassurer, c'est que c'est très fort dans des belles mains, mais on est très très loin du stat check débile de écoute, je vais jeter 120 dés dans ta mouille, et stat, je vais te faire 30 mortels à chaque fois. Ce qu'on avait avec les archers au départ. Exactement. On est très loin de ça. Ça veut juste dire qu'on voit la profondeur proposée par l'éditeur, et qu'en effet, dans un cerveau en pleine ébullition, ça va être très difficile à stopper. Et en plus de ça, on a la chance en France d'avoir un Spoon, un capitaine de l'équipe de France, qui est devenu champion du monde et qui a avec ça comme armée de cœur. Spoon, c'est son type d'armée. Si tu regardes, c'est pour toi. Hein. Je vois pas comment tu ne joues pas ça là dans les prochains mois. Spoon, c'est le joueur, partition, musicien. Ça, c'est une armée joueur, partition, musicien. Tu peux être débutant, commencer, que ce soit tant dans le hobby avec les figurines pour la peinture, la conversion et compagnie. Tu vas te parfaire avec ça, certes, ça va te prendre du temps, il va falloir te concentrer là-dessus, mais en tant que joueur, tu peux y aller en mode débutant, tu vas creuser un peu et puis après tu vas partir ailleurs, why not, mais celui qui va prendre le temps de creuser ce BT, de se faire à ce BT et de se spécialiser juste dans ce BT, il va avoir une rejouabilité telle qu'il va se parfaire d'une force et qu'il va passer des caps très très vite, le genre de cap avec lequel il te faut jouer 2, voire 3, voire 4 armées différentes pour atteindre ce style de jeu, ou un certain style de jeu, ou un certain niveau de jeu. Donc franchement les gars, Lumineth, déjà pour les joueurs Lumineth, vous allez kiffer. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette armée et qui ont envie de jouer quelque chose de très profond, franchement faites-vous plaisir, allez-y. C'est trop bien, honnêtement, c'est comme ça qu'on doit pratiquer notre hobby. De toute façon, c'est des figurines qui valent cher, qui mettent longtemps à être montées, peintes, et aussi pour pouvoir rencontrer des joueurs. Honnêtement, c'est vraiment un super game design. Un grand merci à toi, Mila, justement, d'être venu nous présenter cette nouvelle armée. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus. Si vous ragez contre les Luminettes, ne mettez pas de pouce négatif. Dites-le à la limite en commentaire, mais pas sur nous, ok? Si jamais vous voulez aussi supporter French Scription, n'hésitez pas à aller faire attention sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.